Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Ravi de vous retrouver de nouveau. Nous sommes le 7 janvier 2023. Bonne année à tous. Bonne année, mon ami Jean-Luc. Bonne année, Dame Laurence, et puis bonne année à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bah oui, vous savez que je commence bien l'année, moi. J'ai une Pourquoi, bonne vous avez nouvelle. gagné au loto? Non, j'ai récupéré tous mes points sur mon permis. Et comme on parle auto, en fait, il me manquait un point. Bah, comme j'ai fait les 6 mois sans rien, bah, j'ai eu la petite lettre hier. Comme quoi, j'avais 12 points sur mon permis. Formidable. C'est bien, le hein. ministère de l'Intérieur vous a entendu, Voilà. et la France va rajouter des radars voilà. pour vous éviter de garder vos 12 points. Ça sera un nouveau record, c'est dans le sommaire cette année. On comptera 5600 radars automatiques My God. à la fin de l'année 2023. Oh la vache. Et Pardon. on va voir, en plus, il y en a qui vont arriver en ville en particulier, et dans les villes limitées à 30, ça va être un carnage absolu. Et puis nous allons aussi parler dans le courant de notre émission des mauvaises surprises du bonus-malus. Oui, parce qu'on nous avait dit, ouais, chouette, il y aura un bonus de 7000 € pour les voitures électriques. Alors c'est vrai, mais pour une frange de la population tellement limitée. Et en revanche, pour tous les autres, ça diminue. Bon. On verra ça en détail. Évidemment, vous le savez, hein, cette émission On parle auto est la vôtre. Vous nous rejoignez dès maintenant. Il y a Aude qui vous attend d'ailleurs pour vous souhaiter la bonne année en direct au standard. Elle est là avec nous dans le studio 0826 300 300 où vous nous écrivez je participe @sudradio.fr en mettant On parle auto et vos coordonnées. On rappelle à tout le monde qu'on l'a décidé l'année dernière ensemble. On le fait cette année. Si vous voulez venir passer une journée avec nous. J'ai déjà des candidats. Ah cool. Ah, j'ai des candidats. Ah bah, donc je vais- dès samedi Oui, prochain. oui, alors. oui, dès samedi prochain. Alors, on vous explique, hein, si vous arrivez à l'écoute de Sud Radio et de On parle auto, si vous voulez venir passer une émission avec nous en direct dans le studio, vous nous écrivez, je participe @sudradio.fr, et puis voilà, en fonction de vos possibilités et des nôtres, on vous accueillera. Autre sujet également, puisque nous allons parler de pneus avec le prix des pneumatiques. Ah oui, c'est la double peine pour les automobilistes, puisque le prix des pneus a augmenté à cause des matières premières, mais pas seulement. Vous savez que la mode des SUV fait qu'on a des pneus de plus en plus gros, et ces pneus de plus en plus gros, ils sont de plus en plus chers. On vous détaillera tout à l'heure ce que ça vous coûte en plus, vous allez voir, c'est pas négligeable du tout. Par contre, alors, dans ce cocktail de mauvaises nouvelles Il y en de a quand début même des d'année, bonnes. il y en a quand même une bonne, c'est la libéralisation des pièces de carrosserie. C'est pas facile à dire, mais ça vous permet d'économiser 30% sur la réparation de vos voitures. Alors les voitures de plus de 10 ans, on entrera dans le détail tout à l'heure avec Mobiliance qui nous expliquera comment ça va se mettre en place et qui ça concerne. Et puis on parlera évidemment de voitures de collection, tout ça avec vous. On vous attend, évidemment vos questions, vous serez les prioritaires. Et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur la page Facebook de Sud Radio où vous êtes avec nous également en direct. Vous êtes un peu les co-animateurs de ce rendez-vous. C'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Alors est-ce que les radars, c'est une histoire de sécurité? On va en parler. Bonjour Alexandra Legendre. Bonjour Alexandra, bonne année. Bonne année à vous aussi, merci. Tous mes voeux, vous êtes responsable du pôle études et communications de la Ligue, de la Ligue des défenses des conducteurs. Oui, il y a 20 ans était mis en service, déjà 20 ans, hein, le premier radar automatique. Depuis, le nombre de radars n'a cessé d'augmenter. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va continuer. Alors, je ne sais pas si on doit appeler ça une bonne nouvelle. Il va continuer à augmenter. Déjà, Alexandra, est-ce que c'est utile en termes de sécurité routière, tous ces radars ? En fait, à partir du moment où vous levez le pied lorsque vous arrivez près d'un radar et que juste devant vous il y a un sanglier qui passe, et ben le fait que vous ayez levé le pied, ça vous a permis d'échapper finalement, de heurter le sanglier. Donc voilà. C'est du vécu, ça, non? Je suis vosgienne, hein, donc. Ah ouais, d'accord. D'où le sanglier, je comprends. Non, mais la chose c'est que c'est ce que la sécurité routière nous vend évidemment. Mais lorsque l'on voit la courbe de mortalité routière sur 40-50 ans, on voit bien que la courbe qui était vertueuse avant les radars a continué à l'être après, mais sans mouvement d'accélération. Donc la sécurité routière vous explique qu'effectivement c'est dû à l'efficacité des radars. Nous on dit il y a les voitures qui ont fait énormément de progrès, les secours qui arrivent beaucoup plus vite sur place, les routes qui sont quand même en bon état. Donc il y a une multitude de facteurs qui font que finalement la mortalité est en baisse. Donc non, les radars ne sont pas responsables des progrès de sécurité routière. Ils sont un peu responsables, mais pas uniquement responsables. Sans doute, Et puis à chaque fois que nous, enfin quand je dis nous, c'est les défenseurs des automobilistes, on dit que finalement les radars, il n'y a pas que de la sécurité routière derrière, mais il y a
y a aussi une certaine rentabilité. Alors l'État monte au créneau en disant c'est pas vrai. Il y a pourtant des institutions officielles, comme je pense à la Cour des comptes, qui appuient là où ça fait mal en disant oui. Les radars, ça rapporte de l'argent et puis c'est pas forcément efficace, ça améliore pas forcément dans les mêmes proportions que la répression, ça améliore pas forcément la mortalité routière. Le gros avantage des radars, si vous voulez, c'est qu'ils mesurent la vitesse et que la vitesse est un fait. Vous avez un instrument de mesure en bord de route qui la mesure et si vous êtes au-dessus de la limitation, c'est mathématique, vous êtes en infraction. Contrôler l'alcool, ça nécessite d'arrêter la personne, de lui faire subir un test. Ça prend du temps, ça prend des gens pour le faire. Donc forcément, c'est moins rentable et malheureusement, ce sont des aspects, je pense à l'alcool, mais il y a également les stupéfiants, le téléphone au volant, etc. Tout ça, ça nécessite des interventions humaines pour prouver l'infraction. Et forcément, ça engage plus de frais et c'est moins rentable, c'est moins automatisé que les radars en bord de route. Ce qui est un peu dommage. C'est par là qu'on va d'abord, c'est là qu'on va d'abord appuyer. Oui, mais c'est un peu dommage. Enfin, Jean-Luc, je sais pas ce que vous en pensez, l'ami Jean-Luc, mais et vous, Alexandra, c'est que dans les chiffres de mortalité ou d'accidentologie en France, on met toujours la vitesse. On met toujours la vitesse en premier, pratiquement égalité avec l'alcoolémie, mais, bon, on va dire que c'est un ensemble de facteurs qui causent l'accident. Oui, concrètement, on ne sait pas exactement. La vitesse n'est pas facteur d'accident, sauf dans quelques cas exceptionnels, c'est un facteur aggravant. Et puis tout le monde est d'accord pour le dire. Les chiffres sont un peu tronqués. Puisqu'on n'a pas exactement, enfin, genre, quand vous êtes, par exemple, vous avez un accident mortel ou très grave, on va dire que c'est la vitesse et on ne va pas avoir les vrais chiffres de ce qui s'est vraiment passé. Donc tout ça est un peu tronqué. Donc l'histoire des radars, j'ai un ami qui dit que c'est la radarothérapie en France. Enfin, oui, enfin bon. Alors, pour revenir dans le détail sur les réjouissances qui nous attendent pour 2023, sur les radars fixes, les vieux qu'on connaît là, bon, ça va pas bouger parce que il y en a beaucoup qui ont été détruits, ils sont pas remplacés, ils sont remplacés par des nouveautés. Il y a déjà les fameux radar tourelle, ça il y en a de plus en plus, on est d'accord, Alexandra? Très efficace. Et puis on les voit pas beaucoup ceux-là. Oui, mais ils sont en hauteur, alors on les voit moins. Il y en aura, on va passer de 1400 à 1500, donc il y en aura une centaine de plus. Les radars autonomes ou les radars chantiers, ça c'est ce qu'il y a de plus rentable. Pourquoi? Ceux qu'on déplace, les gros machins qui sont sur le bord de la route là. Et pourquoi c'est parce que en fait ils bougent déjà, donc on n'est pas habitué, on va dire, à croiser ce radar chantier, hormis sur une certaine période. Et puis surtout, ils sont à des endroits où vous avez l'habitude de passer une certaine vitesse. Et s'il y a un chantier, alors peu importe que des ouvriers soient en train de travailler sur le chantier ou pas, ça peut être un dimanche où il y a strictement personne, le radar lui il sera toujours là. Donc voilà, c'est une autre façon en fait de piéger votre vitesse. D'accord. Bon, on a beaucoup parlé des voitures radars qui sont privatisées, elles ne sont pas toutes privatisées pour le moment. Et j'ai entendu certains chiffres qu'il faut expliquer parce qu'on ne comprendra pas. Donc aujourd'hui, c'est quoi? La proportion, c'est 55%? Oui, mais à terme, ce sera 100%. L'idée, c'est que plus aucune force de l'ordre ne conduise ces voitures. Ce sont donc des chauffeurs salariés de sociétés privées à qui on délègue la conduite de voitures équipées de radars. Voilà, c'est ça le problème pour nous, c'est que on est complètement à côté de la plaque en matière de sécurité routière, puisque là l'idée c'est de se noyer totalement anonymement dans la circulation. Oui, donc il n'y a pas l'aspect prévention, quoi. Il n'y a pas la peur du gendarme qui fait ralentir. Pas du tout. Le chauffeur privé, en fait, s'il observe un comportement dangereux au volant, je ne sais pas si quelqu'un devant zigzag manifestement ivre, eh bien lui, il n'a pas le droit d'intervenir pour remettre la personne sur le bas-côté. Ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'est de piéger votre kilomètre-heure en trop par rapport à la limitation. Alors on va préciser aussi qu'il y a quand même, vu que la voiture se déplace et qu'elle mesure des voitures qui elles aussi se déplacent, on a ce qu'on appelle une marge technique qui est supérieure, c'est 10 km/h en dessous de 100 km/h, c'est 10% au-dessus. Donc c'est plus parce que un radar normal, c'est 5 km/h en dessous de 100, 5% en plus. Ça explique, et ça je ne l'ai pas entendu expliquer quand on a parlé cette semaine, il y a de nombreux médias qui ont parlé justement de la privatisation des voitures radars, en disant finalement les voitures radars privées flashent moins que les voitures radars qui sont opérées par des forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre, ils roulent pas, ils s'arrêtent. Et donc là, la tolérance, elle est plus faible quand la voiture est arrêtée. Et donc forcément, on prend plus de monde. Parce que on va repréciser, Alexandra, que en France, la grande majorité des excès de vitesse, c'est tout petits excès de vitesse. Bien sûr, c'est 95% inférieur à 20 km/h et accrochez-vous bien,
58% inférieur à 5 km/h. Ouais, donc ça explique pourquoi les voitures radars flashent pas tant que ça, parce que finalement les gens roulent pas si vite que ça. Par contre, si c'est, enfin, on le sait bien parce que c'est pas nouveau, hein, le fait que ce soit des sociétés extérieures et privées, et ça veut dire qu'il va falloir qu'elles fassent un chiffre d'affaires. Donc quoi qu'il en soit, il y a un moment, elles vont être encore plus nombreuses à chercher le petit défaut, parce qu'il faut qu'elles rendent de l'argent. Et là, on n'est plus dans la protection de la. Moi, ce que je crains, c'est que aujourd'hui, on va dire que la rentabilité n'est pas assurée sur ces radars-là. C'est qu'on les mette sur des axes où on sait très bien que les gens roulent trop vite parce que la vitesse n'est pas la limitation de vitesse n'est pas adaptée à l'axe. Si vous limitez une autoroute à 70, c'est clair que tout le monde va être au-dessus. Donc là, on va mettre des voitures radars là-dessus. Mais c'est comme les sociétés qui font les PV dans les villes maintenant, comme à Paris, sûr, à Bordeaux, etc. Ils passent tout le temps. Des fois, vous n'avez même pas le temps de payer que déjà vous êtes aligné. Voilà. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on parle de faire du chiffre alors qu'on devait parler normalement de protection et de, comment on appelle ça, de prévention. Oui. Non mais alors, Alexandra, le gros dossier quand même de l'année, et là attention, asseyez-vous, c'est les radars urbains. Ça va être un carnage, ça. Ah ben oui, puisque depuis l'année dernière, il y a une loi de décentralisation qui autorise les collectivités locales à poser des radars à leur convenance, juste en se contentant d'en informer le préfet. Auparavant, mettre un radar, c'est une prérogative de l'État. Aujourd'hui, c'est un peu monsieur tout le monde, à condition que vous soyez un élu local, qui est capable de dire, bah là, moi je veux un radar. Comme on a mis des ralentisseurs partout, on va coller des radars. Le problème, c'est que les villes, les collectivités n'ont plus de taxes d'habitation dans leurs recettes. Le prix de l'énergie pour chauffer leurs établissements publics explose. Donc il faut bien trouver des sous quelque part. Et là, on a les radars urbains qui vont intervenir et on les voit déjà fleurir dans certaines villes. Hein. Il y en a 50 par-ci, 80 par-là, 100 ailleurs. Il y aura 200 radars urbains. Alors la différence par rapport aux radars traditionnels, mais ça se fait aussi sur les radars qui sont perchés. Là, c'est que les cabines sont pas forcément avec un radar dedans. Il y aura des cabines installées qui peuvent être vides et les radars seront déplacés. Oh mon Dieu. Il y a des leurres, effectivement. Et puis évidemment, les cabines sont quand même adaptées pour accueillir un radar absolument tout. Donc les radars vont voyager, vont aller d'une cabine à l'autre. Mais ça c'est dingue. Enfin franchement, excusez-moi Alexandra, vous qui êtes, je rappelle, responsable pour l'étude et communication de la Ligue de défense des conducteurs, et Jean-Luc Moreau, vous qui êtes l'ami Jean-Luc, expert auto, c'est quand même dingue d'en arriver là dans notre pays. C'est quoi ce délire d'aller cacher des radars, de mettre des choses. Alors ça se fait depuis longtemps. Hein. En Suède, par exemple, vous avez des radars. Il y a certaines grandes routes en Suède où vous avez un radar tous les 2-3 km. Mais il n'est pas forcément habité par le radar. C'est-à-dire que vous avez la cabine, mais il n'y a pas forcément un système de mesure à l'intérieur. Ils sont déplacés. Mais ce qui permet de limiter la vitesse, alors pour un coût bien moindre, de limiter la vitesse sur toute la route, puisque comme il y a un radar tous les 2 km, on roule pas vite. C'est fou. Mais là, en ville, ce qui va se passer, Alexandra, on est d'accord, toutes les villes limitées à 30, certains axes, la nuit à 30 km/h, c'est impossible à tenir. On le voit déjà à Paris, sur des grands axes limités à 30 km/h. On voit bien, il suffit de se mettre à côté du radar de la vue de Ménil et on le voit flasher toutes les 10 secondes. C'est ça. C'est pareil à Grenoble. Grenoble, voilà, ce sont des villes particulières. On a Stéphane, vous savez, le troisième co-animateur, notre co-animateur de On Parle Auto sur Sud Radio. Stéphane qui est très présent également sur la page Facebook de Sud Radio. Faites comme lui, réagissez ou appelez-nous directement si les sujets vous intéressent. 0826 300 300 si vous voulez donner votre avis. On a Stéphane qui nous dit, à partir du moment où on a le permis, on est donc un délinquant en puissance, point d'interrogation. Il nous souhaite la bonne année aussi. Et Denis qui nous dit également 30 km/h, c'est un piège à non mais c'est vrai. Pour le petit peuple, ainsi que le parfois 50, 70, 80 mal signalé. On nous prend pour des moutons bons à tendre. Mais je vais répondre à ce que dit Rémi Jossaume, l'avocat avec qui... Oui, d'ailleurs, parce qu'en plus, Stéphane nous demande ce qu'on peut faire. Beaucoup d'émissions, c'est vrai que l'automobiliste n'est pas injusticiable comme les autres. L'automobiliste, on tape dessus. Vous avez presque plus intérêt à attaquer une grand-mère dans la rue et à lui voler son porte-monnaie qu'à dépasser la vitesse de 1 km/h. Dans le premier cas, vous aurez peut-être un rappel à la loi. Dans le deuxième cas, vous aurez un PV, un retrait de points. Bon, très bien. Alexandra, pour conclure. En fait, effectivement, dès qu'on est au volant, on devient un délinquant en puissance, qu'on infantilise totalement avec des lois, avec des pièges à vitesse, avec tous les moyens possibles pour
pour piéger le moindre petit écart, le moindre mini dépassement. Et ça, franchement, à un moment donné, moi je dis qu'il vaut mieux regarder autour de soi ce qui se passe, regarder que si un regarder enfant son va pas compteur. traverser. Voilà, que regarder son compteur. Et c'est ça la priorité, et c'est ça la sécurité. Alexandra Legendre, merci. Puis attention, je ne sais pas où vous êtes, mais on est en train de vous perdre au niveau du réseau. On vous souhaite une très belle année de nouveau, un bon Merci week-end. Alexandra, à bientôt je pense. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et puis merci à tous ceux qui réagissent déjà sur la page Facebook de Sud Radio. Salut Christophe qui nous souhaite également bonne année à Sud Radio et à l'émission On parle auto. Merci Christophe, on vous souhaite également une très très bonne année. Continuez à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Dans quelques instants, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. Première question auditeur de l'année pour On parle auto. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous êtes nombreux à réagir sur le premier sujet sur les radars. Dans On parle auto sur Sud Radio, vous savez qu'on parle vrai. Et vous aussi, vous parlez vrai sur la page Facebook de Sud Radio. On parle auto, c'est votre rendez-vous au 0826 300 300 pour réagir, mais surtout pour poser vos questions ou interagir avec nous. Et vous pouvez vous inscrire pour passer par exemple la semaine prochaine ou la semaine d'après en envoyant un mail à jeparticipe@sudradio.fr. On accueille Loïc. Salut Loïc. Bonjour, bonne année. Bonjour Loïc et bonne année. Bonne année aussi à vous. Vous habitez où ? Alors, je suis dans les Landes, un petit village gaulois qui s'appelle Gast, à côté de Biscarrosse, et entre Biscarrosse et Mimizan. Waouh. Alors Loïc, Voilà. Jean-Luc, c'est quelqu'un qui a plein de questions à nous Il a poser. plein de questions, donc ça va être beaucoup plus cher. Ça, c'est la nouveauté de cette année, voilà. On fait payer. Bon, ça va. On fait payer un dîner avec nous, un déjeuner, parce qu'on est des fous de la table aussi. Bref. Bon, mais je pourrais vous accueillir dans mes campings si vous voulez. plutôt. Ah, vous avez des campings ? Oui, tout à fait. Et Tout à fait, tout à fait. ça a pas brûlé dans les Landes cet été ? Non, on a pas été chez vous. incommodé. Non, pas chez nous. On était à la limite. On est dans le nord des Landes. On a été incommodé par les fumées. Par les un petit fumées, peu. ouais. Mais bon, le risque incendie est fait, mais pas de quoi s'affoler. Bon, allez, un peu de pub rapidement Voilà. avant vos questions. Loïc, s'appelle comment vos campings ? Alors, le camping Les Échasses sur Gast. Et le deuxième, c'est la petite commune qui est juste à côté, Sainte-Eulalie en Borne, le camping Las Chancas. Las Qui veut dire Chancas. les Échasses en landais gaston. Ok. Allez, on vous écoute Voilà. sur vos questions. Vous Bon en avez alors, trois. La première question. Alors, la première question, c'était concernant la loi montagne. Je préfère, comme on dit, m'adresser au bon Dieu plutôt qu'à c'est ça. Parce que c'est pas. C'est parce que, voilà, j'ai pu lire et entendre que sur la loi montagne, il fallait donc changer les pneus, enfin, soit avoir des appareils, genre Soit avoir des chaînes ou des chaussettes dans le coffre, Voilà. soit avoir des pneus hiver ou des pneus 4 saisons. Tout à fait. Alors, j'ai eu sur ma DS7 une crevaison. J'en avais profité pour changer, pour mettre des 4 saisons. Et j'ai pu dire qu'il en fallait non pas 2, mais 4. Alors, je suis un petit peu surpris. Est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'était 4 Alors la loi, elle est très précise sur ce sujet. C'est 4 pneus hiver ou 4 pneus 4 saisons. Je vous explique pourquoi, c'est très simple. Parce que si vous avez, alors ce que seraient tentés de faire les gens, et ce qui se faisait auparavant, même en montagne, c'est que les gens sur une traction, ils mettaient 2 pneus hiver à l'avant et ils se disaient, il n'y a pas de problème. Alors vous avez effectivement de la traction, vous avez de la direction, mais en revanche, l'arrière risque de se balader. Ça danse. Et imaginez dans une descente, vous avez un virage un peu serré, l'avant accroche et vous avez l'arrière qui décroche. Et là, sauf à être pilote de course et à savoir contrebraquer et faire ce qu'il faut, bah, vous retrouvez dans le décor. Donc, D'accord. vous déséquilibrez En montagne, la le décor est voiture. bas, hein. Bah ouais. Vous, Ça s'appelle oui, des ravins. ouais, Ouais. des fois, Mais c'est c'est pas un peu le même problème que un si peu on avait raide. des chaînes. Alors, On a... déjà, les chaînes, vous allez rouler à une vitesse beaucoup plus faible quand même. Hein. Alors, des chaînes, il est conseillé, par exemple sur une propulsion, d'avoir 4 chaînes. 4 chaînes, ouais. Parce que vous aurez de la motricité, vous allez mettre les chaînes sur les roues motrices, mais les roues avant, c'est pareil, vous aurez beaucoup moins d'adhérence. Donc il est conseillé d'avoir 4 chaînes. Cela dit, comme on est limité quand même en vitesse quand on roule avec des chaînes, et en général quand on met des chaînes, on est dans de la neige. Hein. Donc dans la neige avec des chaînes, vous n'aurez pas suffisamment d'élan pour déséquilibrer la voiture. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette première question, les 4 pneus. Les 4 pneus obligatoires, il n'y a pas de question sur ça, c'est 4 pneus. Deuxième question, Monsieur Loïc des Landes. Alors, dans mes campings, j'ai justement des voitures électriques, à savoir 200 roues, c'est un partenaire.
Donc pour les recharges, en fait, que la nuit, puisqu'on reste, c'est pour entre guillemets, se balader dans les sites ou aux alentours. Et pour les recharges des batteries, alors j'ai eu avec les Kangoo des prises type Green Up, pour ne pas les citer, la marque Legrand. Mais par contre, avec le partenaire, je n'avais rien. Et là aussi, j'ai pu lire et entendre qu'il fallait, non pas sur les prises domestiques brancher directement, mais avoir ces prises. Enfin, il y a un peu, comment dirais-je, soit c'est la prise Green Up qui est préconisée, soit on nous dit non, une prise domestique classique suffit, il n'y a pas de brique spéciale. Alors, on peut brancher une voiture électrique sur une prise domestique. Elles sont toutes capables. Vous avez d'ailleurs livré avec les voitures un adaptateur qui vous permet de vous brancher sur une prise domestique. Cela dit, sur une prise domestique 10 ampères, la voiture va pomper 8 ampères maximum. Ça veut dire qu'avec des batteries aujourd'hui qui grossissent de plus en plus, vous allez avoir des temps de charge qui vont être monstrueux. Sur une batterie de Zoé, vous allez avoir plus de 30 heures pour charger la voiture. Donc ça, c'est le premier point qui fait que on se dit la prise domestique, c'est pas forcément une bonne idée. Mais il y en a d'autres. Deuxième point, c'est que vous allez avoir, quand vous branchez une voiture, pendant toute sa durée de charge, la prise va être sollicitée, ça va faire chauffer la prise. Et à la longue, une prise domestique, donc avec des câbles qui sont pas forcément dimensionnés pour fournir un ampérage, même si c'est que 8 ampères, au bout d'un moment, vous risquez effectivement un court-circuit dans la prise. La troisième raison pour ne pas utiliser un incendie. La troisième raison pour ne pas utiliser une prise domestique, c'est que vous avez besoin absolument d'une prise de terre pour charger la voiture. Or, on se rend compte que la moitié des prises domestiques ont une mise à la terre qui n'est pas bonne. Donc là, ce qui va se passer, si l'électronique de la voiture détecte que la mise à la terre n'est pas bonne, vous n'aurez pas de charge. Et il y a enfin un dernier aspect, c'est que certaines voitures, sur des courants faibles, je vous parlais de 8 ampères, ont des rendements de charge qui sont très mauvais. La première Zoé, par exemple, la moitié de l'énergie que fournissait la prise ne servait pas à charger la voiture, tellement le rendement était mauvais. C'est un peu comme si Laurence faisait le plein de sa voiture en ayant la maladie de Parkinson, vous voyez. Donc elle met la moitié de l'essence à côté. C'était un peu ça. Donc, beaucoup de tendresse pour tous ceux qui sont touchés par cette saloperie de maladie. Donc en fait, c'est pas un bon calcul de se dire je vais faire l'économie d'une prise renforcée ou d'une wallbox. Et il vaut mieux d'ailleurs tout de suite passer à la wallbox et avoir le dimensionnement suffisant en câble pour éviter les problèmes d'échauffement ou de court-circuit. Voilà Loïc. Alors moi ce que je vous propose Loïc, restez avec nous, on fait la pause un peu obligatoire de toute émission de radio, digne de ce nom. Et on vous retrouve pour votre troisième question dans quelques instants, juste avant l'essai de la semaine, puisque l'ami Jean-Luc va prendre le volant d'une Suzuki S-Cross hybride. À tout de suite Loïc, à tout de suite à vous tous qui êtes avec nous sur la page Facebook de Sud Radio et à l'écoute bien évidemment de On parle auto sur Sud Radio. Parlons vrai et avec vous. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Dans quelques minutes, on va vous proposer le sujet des très mauvaises surprises 2023 du bonus-malus. Mais avant cela, on retrouve, si vous nous rejoignez actuellement à l'écoute de Sud Radio, Loïc qui nous appelait des Landes et qui avait plein de questions à nous poser. Dernière question donc pour les 500 euros. 103. La dernière question à 500 euros. Jamais 203 de chez Peugeot. 203, oui, bah oui. Pardon. On vous écoute Loïc pour la dernière question au 0826 300 300. Alors ma dernière question, en fait, c'est par rapport à la vignette critère, parce que j'ai l'impression là aussi que c'est une usine à gaz. Alors vous aviez traité le sujet, je crois, la semaine dernière. Vous savez quoi, Loïc, on va en parler abondamment cette année, parce que je vais dire le mot comme je le pense, c'est un vrai merdier, les ZFE. On est d'accord, parce que pas plus tard que cette semaine, mes parents ont reçu, habitant à Bordeaux, à côté de Bordeaux, plus exactement, pardon, ils ont reçu en fait une lettre en leur disant qu'ils avaient 3 mois, je crois, pour régulariser la situation, parce que ma mère est allée du côté de Bordeaux et sans aucune elle est allée, et puis elle est revenue chez elle à Martignac, et quand elle est revenue, ils ont reçu quelques jours après une lettre comme quoi elle n'avait pas la vignette, il s'était aperçu que, et donc elle avait un délai, je crois, de 3 mois. Et je me posais la question, juste avant qu'ils aient reçu ça, comme quoi ça tombait bien, ça devient un peu une usine à gaz. Si on a traversé ou à se balader un week-end, on part à Paris, il faut se renseigner 15 jours avant, 3 semaines. Enfin, d'autant que les règles ne sont pas les mêmes pour toutes les ZFE. Parce que ça sera la même partout. Bon, on peut arriver à comprendre, mais c'est chaque
localité adopte ses propres règles. C'est du grand n'importe quoi. Ouais. C'est du grand n'importe quoi. Alors juste une chose, excuse-moi l'ami Jean-Luc, ça veut dire que ça y est, Bordeaux commence non pas à mettre des PV, mais à prévenir que ça va arriver. Ça y est. C'est-à-dire que, en gros, vous arrivez dans la ZFE, il y a des radars où il y a des caméras qui repèrent votre voiture, qui voient que la plaque. Alors pour l'instant, il n'y a pas de verbalisation, mais le jour où il y a des verbalisations, c'est la 68 € à chaque fois. C'est la révolution. À chaque fois. 68 € pour les voitures, 135 pour les utilitaires ou les camions. Donc ça va être chaud. Alors, ça devient hallucinant. Ouais. Donc, bon, déjà, moi, ce que je conseille à votre maman, c'est de commenter sa vignette critère. Alors, surtout, vous allez sur le site du gouvernement, parce qu'il y a des escrocs qui vous la font payer. Ça ne coûte que 3,72 €. Voilà. Vous payez la vignette et l'affranchissement pour l'envoi de la vignette. Donc, déjà, elle ajuste, c'est hyper simple. Vous allez sur le site, vous tapez votre certificat-r.gouv.fr. Voilà. Il faut qu'il y ait le .gouv.fr derrière, pour pas se faire arnaquer. Vous rentrez votre numéro d'immatriculation et automatiquement ça vous enverra la vignette critère qui correspond. Donc ensuite, avec cette vignette critère, en fonction de la zone où vous habitez, vous saurez si vous avez le droit ou pas de rentrer dans la zone. Alors il y a des panneaux à l'entrée des zones concernées. Normalement, quand on est sur les grands axes, on a un panneau qui dit attention, vous avez sur le panneau, vous avez d'indiquer quel type de vignettes ne sont pas autorisées. Donc c'est des couleurs, c'est facile à repérer. Le problème, c'est que si vous rentrez par un axe plus petit, vous n'avez pas forcément un panneau, donc vous ne savez pas forcément que vous êtes dans une ZFE. Voilà. C'est un vrai problème. Ça pourra être réglé le jour où, alors vous allez me dire, il faut avoir un smartphone ou un GPS, où vous aurez sur votre smartphone, c'est marqué, rentrer dans les applications de navigation, le fait que ça apparaît maintenant. Ça apparaît, vous rentrez l'endroit où vous allez, et ça vous dira attention, vous allez traverser une ZFE avec les règles de la ZFE en question. Voilà. Assurez-vous d'avoir le bon véhicule, etc. C'est-à-dire qu'il faut se renseigner avant l'itinéraire pour prendre. Exactement. C'est ça. Mais le mieux, le temps de recevoir la vignette, alors ça va vite pour la vignette. La vignette, ça va vite parce que vous aurez déjà quelque chose que vous pouvez imprimer qui est bon en attendant de recevoir la vignette. Et la vignette, c'est quelques jours. C'est moins d'une semaine la vignette. C'est pas trop ça le souci, mais on en reparlera parce que le temps qui nous est imparti est en train de s'écouler trop vite. Le souci, c'est toutes les personnes qui ne pourront plus rouler parce que leur voiture ne sera pas éligible à la. Alors vous savez que on est en train gentiment de rétro-pédaler, puisque en fait il y a un décret qui est paru le 23 décembre, donc c'est tout récent, qui dit attention, les ZFE ne s'appliqueront peut-être pas dans les zones où la réduction du NO2, donc le dioxyde d'azote, a été suffisante ces dernières années. Il faut 2 années où on a une réduction des oxydes d'azote pour être en dessous. Alors c'est 10 microgrammes par mètre cube, c'est pas beaucoup, mais ça pourra s'appliquer. Il y a au moins 10 régions en France qui sont concernées, qui pourraient ne pas appliquer les ZFE. Voilà, en tout cas, on vous souhaite, parmi tout cet embroglio, de trouver votre bon chemin. Non, mais c'est très compliqué, parce que mais c'est pas simple. Même moi qui suis ça de près, c'est pas simple aussi. Ça devient compliqué pour se balader en France. Il va falloir avoir 50 vignettes et s'y prendre 3 mois Non, mais c'est clair. Bon, mais en tout cas, on vous souhaite quand même une bonne année sur les routes de France et puis une belle année de camping. Et merci d'avoir posé toutes ces questions, Loïc. Merci à vous également. Et bonne année et bon week-end. En nous écrivant à jeparticipe@sudradio.fr. Allez, on y va, c'est parti. L'essai de la semaine, il nous reste 3 minutes 30. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Le volant de la Suzuki S-Cross hybride que l'on retrouvera en intégralité cet essai sur la page YouTube de Sud Radio. Exactement. Suzuki ne vend plus que des modèles hybrides, ça on en a déjà parlé, mais c'est beaucoup des hybrides légers, 12 volts ou 48 volts. Pour les full hybrides, il s'agissait jusque-là de Toyota rebadgé, jusqu'à l'arrivée du Vitara hybride qu'on a essayé, qui avait une hybridation maison, et c'est cette chaîne de traction qui est reprise sur le S-Cross. Il est un peu plus grand que le Vitara, il fait 4,40 m de long, le S-Cross. C'est la 3e génération, il a surtout un look qui est beaucoup plus affirmé que l'ancien modèle. Il est plus dynamique. Alors, inconvénient de l'hybridation, il faut balader une batterie et le coffre perd 137 litres. On se retrouve avec un coffre qui fait 293 litres. C'est un peu léger. En revanche, on a un empattement, alors qui est plus long évidemment que je l'ai dit que sur le Vitara, il fait 2,60 m. Ça permet de conserver une bonne habitabilité à l'arrière. Et puis sur notre modèle d'essai, d'ailleurs il y a une seule finition, donc on l'aura sur tous les modèles, on a une impression d'espace qui est accentuée à l'intérieur par un toit panoramique vitré ouvrant,
qui est livré en série. Bon, dans l'habitacle, on est chez Suzuki. La qualité perçue, malheureusement, est un ton en dessous de ce qu'on trouve sur les modèles européens. Ça ne veut pas dire que c'est pas durable, mais c'est pas forcément extrêmement plaisant à regarder. L'écran central, en revanche, on le verra, je suis un petit peu en avance par sur la rapport, page Facebook de Sud Radio où on diffuse quelques images. Ouais, voilà. L'écran central, il est mieux positionné qu'auparavant. Il est un peu plus grand, il fait 9 pouces. Et en plus, on dispose maintenant d'Apple CarPlay, d'Android Auto. Et puis, il a une réactivité alors plutôt moyenne et un graphisme moyen. C'est bizarre que les Japonais, qui sont en avance sur plein de trucs en électronique, sont en retard sur ça. Et c'est presque une généralité sur les voitures japonaises. Bon, particularité de cette Suzuki, on a une vraie transmission intégrale intelligente qui s'appelle All Grip, avec un mode automatique qui privilégie les économies de carburant. On fonctionne la plupart du temps en traction. Un mode sport où on rajoute du couple sur les roues arrière, donc pour mieux répartir le couple. Un mode snow, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est neige, qui gère finement la motricité de chaque roue. Et puis surtout, on a un verrouillage central de différentiel pour le tout-terrain. Et ça, il y a peu de voitures qui l'ont. La version hybride, elle est proposée avec une boîte automatique, qui est en fait une boîte mécanique robotisée à simple embrayage. On a même des petites palettes de part et d'autre du volant pour passer les rapports. Alors l'ergonomie, moi je la trouve plutôt bonne, et surtout, vous savez que j'aime bien les boutons, pas sur la figure mais sur les tableaux de bord, pour désactiver en particulier les fonctions casse-pieds comme l'avertissement de franchissement de ligne ou le maintien dans la file, là c'est sur le volant. Sous le capot, c'est l'originalité de cette nouvelle version. On a un moteur 4 cylindres essence, 1,5 litre, double injection à distribution variable, 132 chevaux, 138 Nm de couple, qui est accouplé à un moteur électrique qui est en sortie de boîte, qui développe 33 chevaux et 56 Nm de couple. Alors j'ai dû me tromper parce que c'est 115 chevaux au total, donc ça peut pas être 132 chevaux le moteur thermique avant. Bon voilà, donc j'aurai un gage. Oui, le premier de l'année, on commence bien. C'est une voiture à double visage, plutôt agréable à rythme tranquille, puisque le passage des rapports est fluide. Alors sur une voiture à simple embrayage robotisé, à chaque fois que ça passe la vitesse, ça débraye, donc on a ce qu'on appelle un effet de salut, donc on a la tête... Il fait comme le chien là. Et là, c'est compensé par le moteur électrique qui continue d'entraîner la voiture, donc on n'a pas cet effet de salut quand on roule gentiment, donc c'est assez fluide et c'est très agréable. En plus, la suspension est pas trop sèche avec les roues de 17 pouces, en tout cas sur route. Et lorsqu'on force le rythme, alors déjà on se demande où sont les 115 chevaux. Le moteur en plus est un peu sonore, et surtout là le passage des rapports, le moteur électrique suffit pas, donc on a vraiment une rupture, c'est beaucoup moins agréable. Il faut pas rouler de façon dynamique malgré les suspensions qui ont été revues par rapport à l'ancienne génération. Et puis on peut faire aussi environ 2 km en électrique. Là on le voit sur les images, à l'inverse des autres SUV, on peut rouler en tout terrain grâce au verrouillage de différentiel jusqu'à 60 km/h. Il y avait beaucoup de boue le jour où je suis allé dans la forêt. Là, si j'avais pas eu cette voiture-là, j'y serais encore. En ville, non, alors. Sur les pavés, la voiture, elle est un peu raide. Elle n'est pas non plus très silencieuse. Joli, sur autoroute, on a des bruits d'air. Conso moyenne, parce que c'est ça qui compte avec un hybride. Moi, j'ai fait 6,1 litres au 100 km. Alors, il y a des concurrents qui font mieux, je pense au Toyota, mais c'est déjà pas mal. Et surtout, cette voiture, c'est la seule à proposer à la fois un système full hybride, 4 roues motrices et une boîte automatique. Ça explique le prix un peu élevé. Il y a une seule finition, c'est une finition haute. Elle s'appelle Steel. Le prix, c'est 36 290 €. Alors, on peut se dire, tiens, c'est vrai que l'écart avec le Vitara que je citais tout à l'heure est important, mais là, vous avez une voiture qui est un peu plus habitable, et surtout, vous avez la boîte automatique qui n'est pas disponible sur le Vitara en hybride. Alors, sur une note... Elle est toute seule, en fait. Alors, donc, il y a plein d'autres. Sans comparer, vous... Si je mettais une note sur 20, je dirais 14. D'accord, ok, très bien. Super. Merci beaucoup pour cet essai. Un essai, je vous le rappelle, que vous retrouvez intégralement, vidéo à l'appui, sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous rejoindre, ça nous fait plaisir. Allez, à suivre, on va parler des mauvaises surprises 2023, du bonus-malus, et vous êtes attendu pour votre question en direct dans Sud Radio, sur On Parle Auto. Non, c'est dans le contraire, sur Sud Radio, dans On Parle Auto, au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement.
Alors juste avant de parler effectivement de notre sujet, juste il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio si vous nous rejoignez sur le sujet des ZFE. On en reparlera de toute façon toute l'année. Ils vont sortir des lapins du chapeau dans les jours, les semaines qui viennent, parce que comme je le disais, c'est inapplicable. C'est inapplicable dans les termes qui ont été donnés jusqu'à présent. C'est pas possible. Donc on en reparlera. Donc soyez voilà, restez bien à l'écoute de Sud Radio qui parle vrai tout le temps, toute émission confondue. Et pour les ZFE bien sûr particulièrement aussi, on parle auto le samedi matin. La voiture et l'environnement, c'est avec vous Florent Ferrière. Bonjour. Bonjour Florent et bonne année. Bonjour, bonne année à tous. Bonne année, vous êtes journaliste à Automobile Propre. Voilà, et avant les vacances de Noël, on nous avait promis un bonus écologique qui augmenterait pour l'achat des véhicules électriques. Alors c'est en partie vrai, mais il y a eu aussi beaucoup de mauvaises surprises et comme d'habitude, le décret a été pris le 30 décembre, donc personne ne l'a vu passer. Oui, c'est ça, vraiment des surprises qui sont apparues vraiment au tout dernier jour. Alors ceux qui avaient prévu d'acheter un véhicule électrique là en janvier, malheureusement certains vont y perdre un peu. Ouais, alors les 7 000 €, c'est pour qui déjà ? C'est ça, concrètement. Alors maintenant, voilà, il y a un bonus qui a été amélioré à 7 000 € comme l'avait promis le président de la République. Mais par contre, c'est avec un revenu fiscal de référence par part. Attention, c'est des notions très précises. Jusqu'à 14 090 €. Enfin, il faut être en dessous de 14 090 € pour en profiter. D'accord. Donc, et il ne faut pas acheter un véhicule qui fait plus de 47 000 €. Vous me direz, quand on gagne 14 000 € par an et qu'il faut se nourrir, se loger, comment on va acheter un véhicule électrique de moins de 47 000 € et pour avoir les 7 000 € de bonus? C'est ridicule, en fait. Ça touche ceux qui trichent, là. Ouais. Parce que ceux qui vraiment gagnent ça, jamais pourront se payer une voiture électrique. En revanche, pour les autres, là, ça baisse. Ça, c'était pas prévu, ou pas forcément prévu comme ça. Alors, c'était, pas prévu comme ça. Ils avaient quand même dit que les bonus baisseraient de 1 000 €. Donc, en fait, voilà, pour les autres, maintenant, le bonus baisse de 6 000 à 5 000 €. Mais par contre, comme vous l'avez dit, au-dessus de 47 000 €, c'est le prix d'acquisition du véhicule. Là, il n'y a vraiment plus rien. Et c'est ça la grosse surprise, car on s'attendait à ce qu'il y ait quand même un petit reste, une aide qui, avant, elle était à 2 000 €. On nous avait dit que ça baissait de 1 000 €, donc on s'attendait à ce qu'il y ait encore 1 000 €, et en fait, là maintenant, il n'y a plus rien, c'est zéro. Il n'y a plus rien, donc on peut aujourd'hui, si vous voulez acheter une voiture électrique, il faut qu'elle ne dépasse pas 47 000 €, vous avez droit à 5 000 € de bonus écologique, dans la limite de 27% du prix d'achat. Déjà, vous voyez, c'est compliqué à calculer, mais en plus, maintenant, il y a une limite de poids. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter un véhicule électrique de plus de 47 000 € et de plus de 2 tonnes 4. Cela dit, Florent, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui sont au-dessus de 2 tonnes 4 à moins de 47 000 €. Oui, voilà, au-dessus de 2 tonnes 4, il y en aura, les plus gros véhicules électriques avec des énormes batteries, mais en dessous de 47 000 €, en fait, 47 000 €, ça concerne des citadines comme la X208, la Zoé, et ça concerne des compacts comme la Mégane, et en fait, c'est des véhicules qui ne dépassent pas 2 tonnes 4, c'est la masse en ordre de marche qui est prise en compte, et là, on n'est pas au-dessus avec ce genre de véhicule. Mais ça crée quand même un précédent, un début, c'est le genre de règle qui offre au fur et à mesure, peut-être qu'en 2024, ce sera plus 2 tonnes 4, mais 2 tonnes, et ainsi de suite. Donc, et Florent, vous pouvez essayer de vous rapprocher d'une fenêtre, on vous entend pas très bien. Le son est un peu mauvais. Bon, alors on va préciser aussi que vous ne pourrez bénéficier du bonus écologique qu'une fois tous les 3 ans, c'est-à-dire si vous voulez changer de voiture tous les ans, voiture électrique tous les ans, c'est râpé. Ça marche pour les LOA, excuse-moi l'ami Jean-Luc? Si on prend sa voiture en LOA. Oui, bien sûr. Tous les 3 ans, et vous ne pourrez revendre le véhicule qu'au-delà de 6 000 km, sinon vous remboursez le bonus que vous avez touché. Donc, voilà. Ça, c'est pour éviter la fuite vers l'étranger des voitures électriques. Enfin, 6 000 km, c'est pas grand-chose. Oui, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Alors, pour le malus, là, on savait que ça allait taper fort. Donc, alors déjà, le malus maxi, à partir de 226 grammes, il passe de... Vous êtes assis ? On parle pas d'alcool, là. Non, de 40 000 à 50 000 €. Bah oui. Donc ça veut dire qu'on va plus Ferrari, vendre de voitures de luxe. Les Maserati. Non mais celui qui achète une Ferrari, que ce soit 40 ou 50 000 €, ça change pas grand-chose. De plus. Mais il y a des véhicules, si vous voulez acheter par exemple une Ford Mustang, si ça vous fait rêver, ça va doubler le prix. On avait parlé d'une petite Toyota qui était une voiture de sport extrêmement plaisante à conduire. 50 000 €, c'est le prix de la voiture. Donc c'est même plus cher que le prix de la voiture. C'est ridicule. Bah oui, c'est ridicule. On est d'accord. Et puis le seuil de déclenchement du malus, Florent, pardon. Bonne année, Florent. Il baisse également, c'est ça? Oui, il baisse encore de 5 grammes. Donc maintenant, il démarre à 123 grammes par kilomètre de CO2. Donc ça va rajouter
quelques véhicules en plus qui vont être malucés. Alors bon, ça rajoute des véhicules avec des petits malus, mais voilà, chaque fois ça baisse de 5 grammes chaque année. Non, mais ça rajoute des véhicules avec des petits malus en bas, mais en revanche, ceux qui étaient à un grammage un peu plus élevé, ça veut dire que c'est un malus qui va augmenter, et il augmente de façon exponentielle, le malus, quand on grimpe en CO2. Hein. Oui, ben voilà, en fait, toute la grille est décalée de 5 grammes, donc il y en a certains qui vont passer de, voilà, un véhicule qui a 150 grammes de CO2, là, par contre, ça peut commencer à faire une différence assez importante. D'accord. On va pas parler de la prime à la conversion, on en parlera à un autre moment parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, alors là, c'est vraiment, ça devient encore plus compliqué. Hein, c'était déjà très compliqué. Donc dites-vous que... On rappelle rapidement. La prime à la conversion, ça vous permet de bénéficier d'une aide. Alors, c'est pareil, c'est le revenu par part fiscale est limité. Et il ne faut pas gagner plus de 22 983 € et vous avez droit à cette prime à la conversion si vous remplacez une voiture antérieure à 2011 pour les diesels et 2006 pour les essences. D'accord. Voilà. Et la somme dépend de la zone dans laquelle vous êtes. Donc c'est pour ça, c'est pour ça qu'on on refera quelque chose de spécifique pour bien expliquer. Non, quand on peut faire compliqué. Oui, exactement, c'est de la logique Shadok. Mais on est gouverné par des Shadok. Voilà, ça c'est dit. On parle vrai sur Sud Radio et on parle auto également. Merci à vous, Florent Ferrer. Vous êtes journaliste à Automobile Propre. Et vous pouvez voir évidemment sur Automobile Propre la grille complète des malus. Ça vous fera plaisir. Et Automobile Propre que l'on trouve également sur Internet. C'est sur Internet. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back to Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur backtocar.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Et vous continuez bien sûr de nous retrouver sur Sud Radio. Vous pouvez participer à cette émission puisque c'est la vôtre. 0826 300 300. On va tout de suite accueillir Alain qui a une question à nous poser. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonne année à vous aussi. Oui. Merci beaucoup. On vous écoute Alain. Alors, suite à la différentes pubs que vous avez faites régulièrement, surtout de la part de Jean-Luc concernant les poses de kits. Alors Alain, je vais tout de suite vous arrêter. Je fais jamais de la pub. Non, je n'ai aucun intérêt financier en quoi que ce soit. J'essaye de promouvoir les solutions qui me paraissent à la fois les plus intéressantes et économiquement les plus intéressantes aussi. Voilà, techniquement et économiquement. Je confirme que tous ceux qui sont sur de radio ne font pas de pub. Oui, c'est tout à fait ce que j'avais apprécié aussi. Donc, on a fait poser un kit Biomotors sur une Yaris hybride de 67 000 km. D'accord, quelle année ? 2016. D'accord. Ce que je vais vous demander, ça vous paraît futile, mais elle est à des roues de quoi ? C'est quelle finition que vous avez ? Est-ce qu'elle a des roues de 15 ou de 16 pouces ? 15. D'accord, ça c'est bien. Déjà, vous avez fait le bon choix. Vous avez dû écouter Jean-Luc Moreau à une certaine époque. Oui, depuis des années. Et donc, le souci, c'est qu'elle a un fonctionnement qui est moins fluide qu'avant. C'est-à-dire quand le moteur thermique se remet en route, c'est plus perceptible alors qu'avant on ne le sentait pas du tout. Ça fait un peu comme si il y a un stop and start un petit peu rugueux. Et surtout, la consommation n'est pas du tout ce qu'on attendait. On tourne à peu près à 6,2 depuis plusieurs pleins. Là. Ouais, mais quand vous êtes au superéthanol, au 85, on est d'accord. Tout à fait, oui. Ouais. Alors, plein de choses. Tout d'abord, ça me paraît bizarre que la mise en route du moteur soit plus perceptible qu'avant. Je vous explique pourquoi. Parce que, l'hiver, c'est peut-être le cas quand il fait très très froid, mais comme il fait pas très froid en ce moment, ça me surprend. Parce que l'éthanol est plus dur à enflammer que de l'essence. Mais en revanche, la combustion de l'éthanol est moins bruyante. Donc normalement, votre moteur il devrait être moins bruyant quand la voiture roule à l'éthanol. La mise en route, c'est lié. C'est vrai que quand on passe sur un kit à éthanol, il faut bien vérifier tout le système d'alimentation électrique de la voiture. C'est important. Les bougies, les fils de bougies, les bobines, tout ça, ça doit être vérifié parce que c'est ce qui peut provoquer à la fois des légères surconsommations et surtout des à-coups de fonctionnement. Moi, j'ai par exemple eu un problème avec une bougie sur la voiture et ça provoquait des à-coups, donc il a fallu changer la bougie défectueuse. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur les kits qui sont installés par Biomotors, il y a un pré-réglage qui doit être fait par l'installateur sur l'enrichissement à froid. Donc cet enrichissement à froid vous permet de démarrer par des températures très basses, mais si le réglage de l'enrichissement est réglé trop haut, vous allez avoir une vraie surconsommation tant que le moteur n'est pas en température. Donc l'hiver, vous allez avoir ça peut jouer sur beaucoup
ce réglage sur la surconsommation que vous allez avoir à froid. Donc je vous invite à recontacter l'installateur et à lui demander où est ce réglage de démarrage à froid. Il vaut mieux avoir de temps en temps un petit problème pour démarrer que d'avoir un enrichissement trop fort qui va vous faire consommer trop. Ensuite, avec l'éthanol, ça c'est mon conseil, et ça vous pouvez me croire parce que ça fait quand même des années que je roule à l'éthanol, la conduite pépère, c'est pas un bon calcul. Pourquoi ? Parce que l'éthanol a un taux d'octane qui est plus élevé, les moteurs arrivent à en tirer parti. Donc quand vous êtes très léger sur l'accélérateur, vous profitez pas en fait de ce rendement supérieur que peut avoir le moteur à l'éthanol. En clair, je vous le fais simple, il vaut mieux accélérer franchement que d'accélérer tout doucement. La surconsommation sera pas plus importante, voire même des fois, elle sera, je prends un exemple, on va dire on est sur autoroute en Allemagne, hein, pour éviter que je me fasse insulter sur Internet, on est sur autoroute en Allemagne, vous roulez à 180 km/h, là où le delta de consommation sur route va être de 20 à 25%, vous n'aurez plus que 10% d'écart de consommation entre l'essence et l'éthanol. Parce que à l'essence, vous allez enrichir quand vous roulez très vite pour refroidir le moteur. Je vous essaie de vous faire ça simple. Alors qu'à l'éthanol, vous n'avez pas besoin parce que la température de combustion est plus faible. Donc le delta de consommation, vous allez améliorer un peu le rendement moteur et vous n'avez pas besoin de surinjecter. Donc la consommation est plus faible. Donc voilà. Et puis vous avez aussi une différence de consommation entre l'éthanol qui est vendu l'été et l'éthanol qui est vendu l'hiver. Votre consommation là, relevée de 6,2 litres, c'était quand ? C'est là depuis c'est là. Novembre. Donc avec du E65. Il n'est qu'à 65% d'éthanol. Vous m'indique le capteur de carburant. D'accord. Alors moi je serais vous quand même déjà parce que 6,2 ça me paraît un peu élevé. Hein. Je changerais ma façon. Ce que je faisais avant. Je changerais ma façon de conduire, hein. J'accélérerais un peu. C'est vrai que ça paraît bizarre de se dire on va consommer moins en accélérant un peu plus franchement. Donc vous accélérez un peu plus franchement jusqu'à la vitesse à laquelle vous devez rouler et puis vous demandez à votre installateur qui vérifie qu'il n'y a pas trop d'enrichissement à froid parce que vous faites quoi comme type de trajet ? C'est mixte, un peu de voie rapide. Ouais, parce que si vous faites des courts trajets et que le moteur n'a pas le temps de chauffer, effectivement la surconsommation va être beaucoup plus importante. Moi, quand j'indique les consommations que je fais, la voiture à chaque fois fait 40 km. Donc j'ai pas une grosse surconsommation, mais la voiture roule beaucoup. Et en plus, il y a une grande partie en voie rapide. Et comme je vous l'ai dit, on récupère avec l'éthanol, avec le rendement de l'éthanol, on récupère à grande vitesse. Bon, en tout cas, on récupère. Sinon, pour répondre à la première remarque, les 4 bougies avaient été changées par Toyota juste avant. Vérifiez le couple de serrage des bougies, c'est important aussi. D'accord. Bon, Alain, on va vous laisser faire ça. Hein. Ouais. Faut pas hésiter. Et puis surtout, rouler un peu plus. Oui, allez-y. Non, pas sportivement. Non, j'ai pas dit sportivement. Ah bon ? J'ai dit, il faut pas être comme un escargot arthritique. C'est ça. Faut pas avoir une conduite trop pépère. Ouais, pas trop pépère. Voilà, un peu plus dynamique. Un peu plus dynamique. Ok. Alain, encore bonne année. Et très bon week-end à vous et à l'écoute de Sud Radio. Merci d'être avec nous. Allez, à suivre le retour de l'info. Et puis, dans quelques instants, juste après l'info, vous avez la parole. N'hésitez pas, on attend vos appels dès maintenant. 0826 300 300. Vous voulez poser une question ou échanger sur un sujet qui vous touche, sur l'automobile bien sûr ou la moto, vous venez nous rejoindre. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et si vous venez de nous rejoindre à l'instant à l'écoute de Sud Radio, vous savez que nous parlons auto pendant 2 heures tous les samedis matins. Ça va continuer avec beaucoup de bonheur, 11h, 13h, et que vous êtes évidemment les bienvenus. Un petit point sur le sommaire de cette dernière heure, l'ami Jean-Luc, comme par exemple pour la chronique Classic Car, où on va découvrir que les ventes aux enchères de voitures de collection vont risquer d'exploser en 2023. Oui, déjà 2022, c'est une année record. Vous vous souvenez que j'ai acheté une Mercedes à 135 millions d'euros, hein. Vous vous souvenez pas de ça? Je vous en avais pas parlé. Mais surtout, vous m'avez même pas fait essayer. Oui, on en reparlera tout à l'heure avec Benjamin Arnaud, qui est le directeur des ventes France de RM Sotheby's. Oui, en fait,
les voitures de collection ont atteint le niveau des œuvres d'art. Les tableaux aujourd'hui, quand un tableau a 100 millions d'euros, on n'est plus étonné. Et les voitures de collection sont rentrées dans ce cercle extrêmement fermé. On verra que pour 2023, ça risque d'être encore plus. Un autre sujet, évidemment, avant 13h, ce seront les pièces de carrosserie. Ah ouais, là, c'est beaucoup plus accessible pour monsieur et madame tout le monde, puisque si votre voiture a plus de 10 ans, vous pourrez acheter une aile, pas forcément chez Peugeot si c'est une Peugeot, vous pourrez l'acheter et la payer jusqu'à 30% moins cher pour une aile équivalente. Évidemment, on parlera de pneumatique. C'est un rendez-vous qui reste aussi pour l'année 2023. Mais surtout, toujours, et vous, au 0826 300 300, vous nous rejoignez pour poser vos questions. Et c'est le cas de Jean-Pierre qui a composé le numéro. Jean-Marc, pardon. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marc. Meilleurs vœux à vous tous. Merci, meilleurs vœux également. Vous nous appelez de Nîmes, Jean-Marc, et on vous écoute pour votre question. Alors voilà l'affaire. Problème de cristallisation de mon réservoir des Blues sur ma Peugeot 2008 1,6 litre HDI qui a 67 000 km au compteur. D'accord, voilà. De quelle année 2017. D'accord, donc c'est la précédente génération de 2008, on est d'accord ? Ouais. D'accord. Et j'allais vous dire, c'est presque normal puisque c'est une panne archi courante. Je vais même vous raconter encore quelque chose de plus drôle, c'est que je ne savais pas avant ce que vous avez posé comme question. En fait, Aude qui est au standard et qui vous attend. Aude a dit, il y a quelqu'un qui a un problème avec un Peugeot 2008 de 2017. Jean-Marc, il a dit, me dis rien, je sais ce que c'est. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc alors après, là vous démarrez. Ouais. La suite du truc, c'est bon que j'amène mon véhicule chez Peugeot, chez un agent Peugeot, et il me dit j'ai passé la valise, voilà, tac, il faut changer le réservoir à débouts. On est d'accord. Ouais. Et le réservoir à débouts, à la sortie, Peugeot ne prend que 67% de la facture du réservoir à débouts, ce qui est de la recherche de panne 0, ce qui est de la main-d'œuvre 0, ce qui me laisse à la sortie pour changer le réservoir une facture de 576,83 €. Ouais, vous avez de la chance, c'est 1500 balles autrement. Et vous savez que c'est du cas par cas. Ça n'a rien à voir avec les fenêtres. Ouais, non, c'est du cas par cas. Normalement, c'est 5 ans. Et 150 000 km, donc vous êtes à moins de 150 000 km. Par contre, vous êtes au-dessus de 5 ans. Si votre voiture elle est 2017, vous êtes juste à la limite. Donc Peugeot aurait très bien pu vous dire, on est désolé, on prend rien en charge. Alors, c'est sans doute parce que vous avez un carnet d'entretien qui est à jour. Non, mais bon. Non, en plus, vous n'avez même pas un carnet d'entretien à jour. J'ai un carnet à jour, mais par un garage privé, on va dire. Oui, mais pas la concession. Non, mais à partir du moment où c'est pas l'entretien doit pas être obligatoirement fait dans le réseau Peugeot. D'accord. Voilà. Bon, alors l'entretien est fait, effectivement. L'entretien est fait. Voilà. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et j'allais vous dire, vous avez de la chance parce qu'il y en a qui sont dans le même cas que vous et qui n'ont rien. Donc, est-ce que vous pouvez demander plus ? Vous pouvez essayer. C'est du cas par cas. Donc là, c'est vraiment le marchandage. C'est la tête du client. Exactement. Exactement. Donc, si vous les emmerdez un petit peu, peut-être qu'ils vont vous donner plus. Mais déjà, vous avez eu quelque chose. C'est déjà pas mal. Bon, voilà. Mais dites-vous que vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de gens. Je me pose quand même 2 autres questions. Alors Jean-Marc, malheureusement, je suis désolé mon Jean-Marc, mais ce que je vous propose, c'est qu'on va vous rappeler pour les 2 autres questions, si vous le voulez bien, pour venir nous retrouver la semaine prochaine, par exemple. Parce que malheureusement, Jean-Marc, vous savez que l'émission de radio est quand même très prise par une horloge. Et que malheureusement, cette année, je serai encore la mère fouettard du temps. Jean-Marc, je participe @sudradio.fr et puis on vous prend à l'antenne la semaine prochaine. En fait, vous nous envoyez un mail. Alors, je participe, pardon. Alors écoutez-moi bien, je participe @sudradio.fr. Sudradio.fr. Voilà, et vous mettez bien on parle auto dans l'objet. Et vous nous dites, je vous ai eu ce samedi, je suis Jean-Marc de Nîmes, j'avais 2 autres questions à poser, les voici, et on vous rappellera, d'accord ? D'accord. Et on vous embrasse très fort. Bonne année, bon week-end. Encore meilleur vœu à vous. Nous aussi, merci Jean-Marc, au revoir. On va faire une émission que de questions-réponses, je pense, parce que vous êtes très apprécié, l'ami Jean-Luc, et nous, on apprécie de recevoir les auditeurs au 0826 300 300, où l'on va retrouver Dominique Semfel pour parler pneus. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien.
Et bonjour Dominique Stamfel et bonne année. Bonjour Dominique, bonne année. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonne année et bonne année à tous les automobilistes. Et bonne année au syndicat du pneu, parce que c'est nouveau. C'est nouveau, effectivement. On a adopté un vocable plus direct, tout simplement pour exprimer le fait qu'on ne s'adresse pas qu'aux professionnels, mais qu'on s'adresse aussi, au travers vous en particulier, aux utilisateurs, aux automobilistes. Bon, alors malheureusement, on va démarrer l'année 2023 avec un constat qui n'est pas forcément favorable aux automobilistes. C'est d'une part l'augmentation du coût des pneumatiques et la double peine avec des pneus qui sont de plus en plus chers. On va tenter d'expliquer pourquoi. Alors déjà, Dominique, l'augmentation du coût des pneumatiques, elle est de combien? C'est dû à quoi? L'inflation. Alors il y a plein de raisons. Elle est importante puisque depuis 2 ans, les pneus ont augmenté entre 12 et 20%. Donc c'est très très important. C'est plus important que l'inflation. J'entendais Laurence parler d'inflation et c'est le cas. Et c'est dû à beaucoup de facteurs. Mais le premier facteur, c'est le contexte géopolitique. C'est l'augmentation du prix des matières premières puisque les pneus sont fabriqués pour 70% aujourd'hui à partir de pétrole. La deuxième chose, on en avait parlé en début d'année, c'est les difficultés d'approvisionnement en noir de carbone puisqu'il était essentiellement fourni par la Russie. Donc les manufacturiers ont trouvé d'autres sources, mais elles sont un peu plus chères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'industrialisation. Pour vulcaniser un pneu, en fait, pour le cuire, on utilise des presses qui sont chauffées à la vapeur à une température d'environ 200 degrés. Donc, pour atteindre cette température, il faut de l'énergie. Gaz, voilà. Il faut essentiellement du gaz. Le coût du transport également a évolué, et en particulier pour les pneus d'origine asiatique, le prix des conteneurs a augmenté de manière phénoménale. C'est entre x5 et x10. Et surtout, sur tout ce qui arrive de là-bas, sur toute l'économie. Oui, sur toute l'économie. C'est pas propre aux pneumatiques. Non, votre télévision qui arrive de là-bas, c'est pareil. Bon, les pneus sont plus chers à fabriquer aussi? Les pneus sont plus chers à fabriquer parce que, alors c'est comme l'automobile, vous en parlez régulièrement, la technologie évolue. On utilise des technologies qui sont de plus en plus sophistiquées et des matières premières qui sont de plus en plus coûteuses. On cherche également, les manufacturiers cherchent également à créer des produits qui sont moins polluants, donc sont des matériaux plus sophistiqués et qui sont effectivement plus chers à approvisionner. Bon, alors la deuxième peine que je citais au début, c'est que la mode du SUV, ça n'a pas été un bénéfice en termes de coût pour l'achat des pneumatiques. Alors ça, on l'oublie, on comprend bien ce que je viens de vous dire là, mais on oublie effectivement qu'il y a une notion qui est liée à l'évolution du parc automobile. Et aujourd'hui, 40% des véhicules qui sont commercialisés en France sont des SUV. Et un pneu de SUV, c'est simple à voir, ils sont il est plus gros, il est plus large. Est-ce qu'on peut comparer par exemple, Dominique, un Peugeot 3008, qui est un des SUV les plus vendus, avec la berline correspondante chez Peugeot, c'est une 308. Déjà, à l'achat, c'est quoi le différentiel ? Alors le différentiel à l'achat sur les deux véhicules, à châssis, motorisation et finition identique, c'est de l'ordre de 20%. D'accord. Et alors un pneu de 308, ça coûte combien, un pneu standard? Un pneu de 308, un pneu standard dans une grande marque, j'ai comparé sur des marques identiques, dans une grande marque, sur une marque premium, c'est de l'ordre de 95 €. D'accord. Et le pneu standard sur le 3008? Alors c'est 140 €, donc c'est presque 50% de plus, à condition qu'on n'ait pas choisi les montes optionnelles, en prenant une monte optionnelle. Et les montes optionnelles, le plus cher, ça monte à combien? Alors c'est de l'ordre de 160, 170 €, donc c'est plus 70%. Ah ouais. Donc on voit bien le différentiel. L'achat du véhicule, c'est plus de 20% pour les SUV. Et sur les pneus, en revanche, on peut aller jusqu'à plus 70%. Il faut y penser parce que c'est multiplié par 4 quand on change. Oui, alors j'ai même trouvé pire, Jean-Luc. J'ai comparé la Mégane et l'Austral. D'accord. Sur une Mégane de base, on est à 75 €. Sur un Austral, si on s'est fait plaisir en choisissant la montre 20 pouces. Alors c'est très beau la montre 20 pouces sur un Austral, c'est magnifique. C'est au minimum 215 €. Ah oui. Ouais, d'accord, ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser de l'argent à part revendre son SUV pour acheter une berline?
Alors on peut effectivement trouver des pneumatiques de premier prix, des pneumatiques budget, mais bon, il faut être clair là-dessus et pas avoir la langue de bois. C'est pas les mêmes technologies et c'est pas les mêmes niveaux de sécurité, ça c'est sûr. Et c'est également pas les mêmes résistances à l'usure, c'est pas la même longévité. Donc en fait, pas forcément un bon calcul, quoi. Ouais. Ce qu'on économise d'un côté, on va le dépenser de l'autre. Ça c'est sûr. Après, il faut faire jouer la concurrence, comparer les offres. Alors aujourd'hui, le marché du pneu, il est pas très bon. La météo nous aide pas à vendre des pneumatiques hiver, donc des stocks, il y en a. Il faut pas hésiter à faire jouer la concurrence et à consulter plusieurs revendeurs. Voilà. Et puis il y a également, c'est lié également à l'attitude du conducteur, donc il faut adopter l'éco-conduite, surveiller régulièrement la pression des pneus. Ça sont deux éléments qui permettent d'améliorer la sécurité. Bon. Bah parfait. Bah, merci Dominique. Donc on va revendre tout de suite nos SUV. Alors. Et ben voilà. Ben non, bon, j'en ai pas, donc ça va. Alors mais... je vais pas vous rassurer, Jean-Luc. On va avoir un phénomène amplifié aussi avec les véhicules électriques qui sont plus lourds et plus puissants. Ouais. Bon, on va y aller, mon ami Dominique. Juste pour conclure, une petite note d'humour, parce que sur Facebook, on a tous nos co-animateurs qui sont présents. Vous êtes nombreux. Alors, il y a plus de 60 commentaires, mais n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça fait aussi 60 j'aime. C'est cool, on aime bien, nous. On a Catherine, qui nous dit, ils ont changé le nom du syndicat de pneus. Ils sont gonflés quand même, voilà, avec un smiley mort de rire. Ouais. C'est pour bien commencer l'année avec un sourire. Je vous embrasse. Que Dominique nous ferait meilleur pneu 2023. Voilà. Et tous nos pneus pour 2023, c'est clair. Allez, bisous. Dans quelques instants, on va parler des ventes aux enchères de voitures de collection qui nous amènent vers une année qui sera sans doute une année record. Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Le rendez-vous des amoureux des voitures classiques avec Benjamin Arnaud. Bonjour Benjamin. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Benjamin. Et bonne année. Eh bien, excellente année aussi à vous et à tous les auditeurs. Directeur des ventes France RM Sosby et président fondateur de Cars Héritage, consultant en patrimoine automobile. Waouh! Tout ça pour un seul homme. Oui, exactement. Et alors, c'est pour ça qu'on déborde, en fait. C'est parce que les gens font trop de choses. Benjamin, vous avez dû fêter abondamment Noël et le début de l'année parce que chez RM Sotheby's, en tout cas, l'année 2022 a été record. Exactement, c'est vrai que le marché des enchères de manière générale se porte très bien et l'entreprise RM Sotheby's se porte particulièrement bien avec une année exceptionnelle, la meilleure année pour le groupe depuis son existence. Pour vous donner quelques chiffres, avec les trois grandes entités de l'entreprise, à savoir les ventes privées, les enchères masquées et puis des ventes aux enchères bien sûr. Cette année, le groupe RM Sotheby's réalise plus de 925 millions de dollars de chiffre d'affaires. D'accord, presque 1 milliard d'euros. Donc avec quelques records qui ont été battus, on en avait déjà parlé, mais la Mercedes-Benz 300 SLR, la Uhlenhaut coupé de 55, qui a atteint, je vous laisse dire le chiffre, ça paraît dingue pour une voiture. Eh bien aujourd'hui, effectivement, cette voiture a atteint le prix de 135 millions d'euros au cours d'une transaction réalisée directement avec le musée Mercedes à Stuttgart, qui est exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on est sur des chiffres qui sont bien loin des records préétablis qui concernaient des GTO et qui étaient vraiment en dessous des 100 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette voiture a une valeur qui est équivalente aux œuvres d'art, on va dire, plus classiques, comme certains tableaux dont effectivement qui dépassaient les montants de 100 millions d'euros. Donc c'est exceptionnel, ça met l'automobile à on est rentré dans le marché de l'art en fait. Exactement. On a quitté le monde de l'automobile pour entrer dans le marché de l'art. Alors, ce qui est pas complètement illogique au vu encore une fois, du travail que demande le développement d'une telle voiture, de l'ingénierie, des heures de développement à la fois technique, à la fois stylistique, aérodynamique. Donc, quelque part, quand tu vois, on pense à cette voiture dont il n'existe que 2 exemplaires, son prix, donc il y a très peu de duplication, son prix est quelque part assez logique parce que c'est certainement un des jalons, un des chefs-d'œuvre absolus de l'automobile. Donc c'est pas illogique que ça vaille ce prix-là, à mon sens. Évidemment, il y a assez peu de gens qui peuvent se payer ce genre de voiture. Ceux qui nous écoutent doivent se dire c'est complètement démentiel. Et toi non plus, nous non plus. Voilà, mais sans atteindre des sommes comme ça, est-ce que ça reste des bons investissements, les voitures de collection ? Alors, on va toujours dire, nous, ce qui compte avant tout,
c'est l'envie de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'au-delà d'un aspect finalement pécunier, investissement, ce qu'il faut avant tout, c'est que les collectionneurs aient cette approche de se dire peu importe finalement le montant que j'investis et ce que ça va devenir dans les prochaines années, ce qui compte, c'est que j'ai plaisir à regarder la voiture que je possède ou conduire la voiture que je possède. Voilà, ça va être la première source de motivation. Après, il est évident que si votre voiture se valorise dans le temps, c'est toujours plus agréable et ça vous permet en plus d'investir dans son entretien ou sa restauration en se disant ça vaut le coup puisque je vais retomber sur mes investissements, donc je peux le faire sur le long terme. Aujourd'hui, le marché de la collection se porte bien pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a, et vous évidemment vous êtes très concernés parce que vous êtes sur le sujet, mais il y a un vrai virage qui s'amorce au niveau de l'automobile moderne, que ce soit sur les nouvelles manière de déplacer, sur évidemment les nouveaux systèmes non polluants, donc décarbonés, et puis peut-être la conduite autonome. Et je pense qu'en parallèle de ça, les gens ont envie de se faire plaisir, de retrouver justement des sensations, voilà. Et puis, avec des véhicules plus modestes. Et puis Benjamin, il y a l'offre et la demande. On sait que quand l'offre et ne peut pas augmenter. Et là, c'est le cas avec les voitures de collection. On ne va pas en refabriquer. Hein. Quand l'offre est stable et que la demande augmente, on est d'accord. Hein, il y a aujourd'hui des acheteurs de pays qui ne s'intéressaient pas aux voitures de collection autrefois. Tout à fait. En fait, c'est assez intéressant. Par exemple, si on prend les chiffres du groupe RM Sotheby's, aujourd'hui, les voitures viennent de 48 pays, mais les enchérisseurs de 70 pays. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui des pays qui s'ouvrent à ce marché de la collection. Et comme vous l'avez très justement évoqué, on parle de numerus clausus. Alors, on peut en restaurer, mais on n'en refabrique plus à proprement parler. Ce qui veut dire que, oui, si la demande augmente, nécessairement, sur un parc qui ne peut pas, lui, être redéveloppé, donc oui, les prix augmentent, effectivement. Ouais. C'est juste. Les nouveaux clients, c'est quoi? Les Chinois? Parce qu'en Chine, il y a quand même 6,2 millions de millionnaires. Donc, on pense que ils viennent de découvrir l'automobile. Ils auront peut-être envie de connaître l'histoire de l'automobile aussi. Pour l'instant, c'est un marché qui n'est pas vraiment ouvert. Mais est-ce que ça peut s'ouvrir en 2023 ? Alors c'est difficile à dire parce qu'évidemment personne n'anticipe réellement les décisions de gouvernement chinois. A priori pour l'instant ça reste fermé. C'est sûr qu'en revanche si demain... C'est-à-dire un Chinois peut acheter une voiture de collection mais il n'a pas le droit de rouler avec, c'est ça le problème. C'est très compliqué d'importer ce type de voiture effectivement en Chine. Donc techniquement on peut créer des collections déportées, c'est-à-dire un Chinois peut investir dans une collection qui restera en Europe par exemple ou aux États-Unis, mais effectivement pour la Chine c'est un marché qui reste encore assez fermé. Mais en revanche, il y a fort à parier que si demain les règles s'assouplissaient, ça serait pour le coup un potentiel très très important pour le marché de la collection. On pourrait dépasser les 136 millions d'euros là. Il y a des modèles de potentiel de véhicules qui pourraient battre ces records. Alors après c'est toujours pareil, aujourd'hui c'était des voitures qui sont presque inachetables, donc forcément à partir du moment où il y a une opportunité, mais il n'est pas impossible de penser par exemple qu'un jour si la Bugatti Royale ou le Napoléon était à vendre, peut-être qu'il fera encore un prix supérieur parce que c'est peut-être la Joconde automobile. C'est toujours difficile, ce qui est sûr c'est que là on est sur vraiment le Graal, ce qui se fait certainement de plus important dans l'histoire automobile, mais peut-être qu'effectivement on peut imaginer que les Ferrari qui en ce moment sont aussi très plébiscités par les collectionneurs, que les prix augmentent et pourquoi pas que certains records soient de nouveau battus en fonction des historiques et des pédigrés exceptionnels des voitures présentées. Ouais. Prochaine vente RM, vite fait. Alors, calendrier extrêmement riche. 1er février, en marge du salon de Rétromobile dans les salles du Carrousel du Louvre. Voilà, une vente qui va à peu près présenter 85 voitures. Je vous invite à venir nous voir. C'est donc le 1er février. Nous aurons ensuite une vente à la Villa d'Este en mai, le 20 mai, donc en marge du concours d'élégance. Et puis une vente exceptionnelle qui est cette fois-ci en France de nouveau, sur le circuit du Mans, pour célébrer le centenaire exactement, les 24 heures. Ça, on y sera. Alors, RM Sotheby's va proposer 24 voitures qui ont toutes un lien fort avec la course parce qu'ils ont participé sur le circuit lui-même. Donc, c'est un événement extraordinaire en plus, évidemment, de ce centenaire qui va réunir de nouveaux Ferrari, Porsche, Alpine, ça va être extraordinaire. Merci beaucoup, Benjamin Arnault, toutes ces informations. Directeur des ventes, entre autres, France RM Sotheby's, comme vous nous l'avez dit. Allez, à suivre, vous, au 0826 300 300, vous nous appelez dès maintenant pour poser votre question à l'ami Jean-Luc. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Roule, le club automobile ouvert à tous présente.
Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Dans quelques instants, on vous expliquera comment vous allez pouvoir changer votre pièce de carrosserie sans passer par le monopole des constructeurs. Mais tout de suite, c'est le moment de la question. Et vous qui êtes très nombreux sur Facebook, on vous remercie. Vous pouvez bien sûr continuer à laisser vos commentaires. Au 0826 300 300 pour nous retrouver, c'est Gérard. Salut Gérard. Oui, bonjour. Bonjour Gérard. Bonjour Luc. Tous nos vœux. Tous nos vœux de bonne année. On vous écoute. Écoutez, tous mes vœux à vous aussi. Puis je suis enchanté d'être ici. Alors, je vais juste vous dire tout d'abord que j'ai découvert Sud Radio grâce au transfert de Jean-Luc et que j'en suis très content. Ah, top. Tant mieux. J'ai découvert une radio qui est vraiment, oui, toutes les émissions, voilà, une radio qui est vraiment très, très bien merveilleuse. Alors, ma question rapidement, j'ai acheté un SSV pour la campagne. Oui. C'est un vieux modèle d'occasion qui pour l'instant est bloqué là-bas. J'ai pas pu me déplacer pour faire les papiers avant la fin de l'année. Et je voulais savoir est-ce qu'il était concerné par le contrôle technique, puisque visiblement il serait dans le champ du nouveau contrôle technique pour les 2 roues, mais avec des particularités. SSV, c'est-à-dire ouais. J'ai vu que le contrôle technique pour les 2 roues qui devait entrer en vigueur au 1er janvier s'appliquait aussi à ce type de véhicule, mais que ça pouvait être mis un petit peu en place un petit peu plus tard. Non, les 3 roues, enfin tout ce qui est... c'est 4 roues, hein. Oui, non mais tout ce qui est quadricycle, j'allais le dire, tout ce qui est 3 roues quadricycle léger à moteur sera concerné par ce contrôle technique. Bon, pourquoi je dis sera concerné? Parce qu'on sait qu'il va être mis en place en 2023. On en a déjà parlé quelques fois. Pour le moment, le périmètre du contrôle n'a pas été défini. On ne sait pas quels centres vont faire le contrôle technique des motos. Donc ça doit être mis en place. Maintenant, ça sera mis en place quand? Sans doute pas avant l'été, parce que techniquement, c'est pas possible. Après, est-ce que vous aurez une dérogation? La réponse, c'est non. S'il a plus de 4 ans, vous serez obligé de passer le contrôle technique de la même façon qu'un... Les SSV, c'est comme des quads, en fait, c'est ça? C'est 4 roues Non, c'est un gros scooter à 4 roues, on est d'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est les sortes de ce qu'on appelle couramment des Polaris, des buggy. Voilà, buggy, en fait, c'est juste parce que je vais faire les papiers là en janvier. Normalement, et je voulais savoir si en janvier il va être soumis au contrôle technique. Visiblement non, hein, puisqu'il y a un délai. Non, là il n'y a pas de. Au 1er janvier, il n'y a pas de contrôle technique sur les 2 roues pour le moment. Je dis 2 roues, c'est 2 roues, 3 roues, 4 roues. Voilà. Bon. Donc non. Bon, ça va alors, tranquille, Gérard. Pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Ça me rassure. On parlera de toute façon de l'entrée en vigueur, de la date d'entrée en vigueur du contrôle technique bientôt, dès qu'on aura des éléments un peu plus précis, parce que même alors on a comme partenaire évidemment des acteurs du contrôle technique, même eux savent pas comment ça va être mis en œuvre. Donc tout le monde s'est un peu emballé en disant ouais ça y est le contrôle technique ça va être on avait parlé du mois d'octobre, bon c'était pas possible, on avait parlé du 1er janvier, c'était pas possible, donc moi je vous dis vraisemblablement ça sera ou avant l'été ou à la rentrée de septembre, c'est plus sûr à la rentrée de septembre. Bon ben voilà, merci de votre question Gérard. Merci Gérard. Merci. Au revoir. Belle année encore à vous et bon week-end. Bonne année à vous. Allez, on va tout de suite passer notre gros dossier de l'actualité avec les pièces de carrosserie. La fin du monopole des constructeurs. On vous dit tout dans 3 secondes. Sud Radio, on parle auto. Et on accueille Pascal Bretomé, qui est président régional de Mobiliance. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Tous nos vœux. Bon, merci. Le serpent de mer est sorti du bois. Vous allez me dire, ça sort pas d'un bois, un serpent de mer, mais enfin, il y a l'article 32 de la loi climat qui prévoyait d'ouvrir les pièces détachées extérieures. Donc on parle de carrosserie, des phares à la concurrence. Entre enfin en vigueur. Ça signifie quoi pour les automobilistes ? Alors ça signifie une bonne nouvelle, ça signifie que des pièces devraient mécaniquement baisser en tarif, qu'on va pouvoir acheter des ailes, des capots ailleurs que chez le constructeur directement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Alors c'était, Pascal, la France était quand même un cas particulier en Europe. Si je vais en Belgique, je peux acheter une aile, un capot ailleurs que chez mon concessionnaire auto. Enfin, c'est pas forcément le constructeur qui me fournira l'aile ou le capot en question, alors qu'en France, il y avait cette obligation. En fait, c'était lié à de la propriété intellectuelle. C'est ça, c'est les dessins et modèles qui obligent, pour tout ce qui est visible, à avoir recours au constructeur pour l'achat. C'est comme ça que ça se passait.
Oui, il y avait un monopole qui était pas normal hein, d'ailleurs, mais qui était exclusif en France, effectivement. Les autres pays avaient arrêté ce monopole depuis de longues années, et donc en France ça continuait. Et c'est vrai que on se bat depuis assez longtemps pour là-dessus pour arrêter ce monopole. Et donc là, ça y est, c'est enfin fait. Mais c'est pas fait à 100%, on va dire, parce que les constructeurs gardent encore le monopole pendant 10 ans, gardent encore la propriété intellectuelle de ces pièces-là sur les nouveaux modèles et pendant 10 ans. D'accord. Donc si j'achète aujourd'hui une voiture ridicule, neuve, pendant 10 ans, j'ai pas d'autre choix pour les pièces visibles, donc carrosserie, rétroviseur, pare-brise, etc. J'ai pas d'autre choix que de les acheter chez le constructeur. Et en revanche, dès que ma voiture a 11 ans, là, je peux avoir un sourcing différent et donc avoir des pièces qui seront moins chères. C'est comme ça que ça se passe. Tout à fait, pour le moment. Mais ça devrait évoluer, hein, ça devrait changer. Mais pour l'instant, on y va par étapes. Déjà, on a franchi une belle étape. Donc pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Ça vous paraît choquant ? Ça vous paraît choquant tous les deux, parce que je veux dire, il y a quand même du travail de fait sur les pièces quand un constructeur. Non mais d'accord, ils ont travaillé. Mais moi, ce que je juge choquant, c'est que sur une aile, par exemple, Pascal, vous me dites si je me trompe, le constructeur va avoir une marge qui va être de 70%. Et c'est peut-être même pas lui qui va presser l'aile, elle est peut-être faite à Taïwan. Ou le pare-choc qui va être fait à Taïwan. Ouais. Donc vous passez par le constructeur qui vous fait payer 3 fois plus cher la pièce, même parfois beaucoup plus que ça. Donc c'était pas normal, d'autant que ça envoyait à la casse des véhicules qui auraient encore pu circuler parce qu'ils n'étaient économiquement pas réparables. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors là, vous retrouvez, bingo là. Voilà. Ok, bingo. Vous retrouvez avec une vieille Twingo qui a le capot cabossé, elle partait à la benne alors qu'il y avait juste le capot cabossé. Non mais l'expert entre vous et moi, c'est vous. Il n'y a pas de souci. Non mais carrément. Voilà. Non mais moi la question elle est intéressante. C'est vrai qu'ils ont travaillé dessus, donc il y a une propriété intellectuelle et qui pourquoi pas. Bon, 10 ans ça paraît quand même un peu long. Mais 10 ans, c'est mieux que 0 auparavant. Et effectivement, ce qui a aussi changé, c'est quand même les pièces issues de l'économie circulaire, parce que maintenant, on peut aussi mettre des pièces issues de l'économie circulaire pour réparer les voitures. Donc, il y a une vraie concurrence avec les pièces neuves. Et ça change la donne aussi. Et effectivement, un véhicule qui a plus de 10 ans, on va pouvoir mettre des pièces neuves si on ne trouve pas des pièces de l'économie circulaire, et on va enfin pouvoir le réparer. Et donc là, on est quand même complètement dans l'écologie. Enfin, un véhicule, l'idée c'est de le conserver le plus longtemps possible, et c'est complètement faisable. Après, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est les logos. Enfin, il faut absolument qu'on ait des pièces logotées et des pièces qui sont de bonne qualité. C'est la question que j'allais vous poser, parce que on peut trouver des pièces de carrosserie qui sont fabriquées en Inde ou en Chine, donc qui vont être de moins bonne qualité que la pièce d'origine. Là, désormais, avec l'ouverture, pour un véhicule de plus de 10 ans, on reprend l'exemple de ma Twingo, je pourrais acheter un capot d'origine Renault, mais moins cher que si je l'achetais chez Renault, mais je pourrais aussi acheter un capot chinois de piètre qualité. Comment on sait alors ? Oui, c'est d'où l'intérêt des logos, on est d'accord. D'où l'intérêt des logos et d'où l'intérêt aussi d'aller forcément chez son carrossier ou chez son garagiste, parce que nous avons l'obligation de résultat. Ouais. Donc c'est bien nous qui faisons attention à ce que nous posons sur les véhicules. Donc si on pose une pièce qui a été achetée en Inde et qui n'a pas de point fusible, un capot par exemple qui ne va pas se plier en cas de choc, là il y a un gros risque pour la santé du conducteur ou autre. Et les logos alors, comment on les reconnaît quand on s'y connaît pas ? Je suis fier de moi là. Sur la phrase. Toutes les pièces sont logotées. Donc un véhicule Renault, il y a le petit losange de Renault. Peugeot, il y a le petit logo de chez Peugeot. Mais il n'y a pas des logos de sécurité, par exemple, pour des très bonnes pièces qui arriveraient de Chine. Il n'y a pas des logos spéciaux de sécurité. Celles-ci ne peuvent pas mettre le logo du constructeur dessus. Donc en fait, et on le voit bien par rapport au point fusible et tout ça. Enfin, il y a l'œil du carrossier quand même, qui, je vous le rappelle, a l'obligation de résultat. D'accord. Et l'obligation de sécurité également. Donc ça, c'est encore plus. Et sur les pièces qui sont fabriquées par des équipementiers, je pense les phares par exemple, parce que c'est pas les constructeurs qui fabriquent les phares des voitures. Comment ça se passe là ? Oui, alors effectivement, les pièces, les phares et tout ça sont fabriqués par les équipementiers à la demande du constructeur pour le constructeur. Donc là, logiquement, il faut que ça peut paraître un peu compliqué effectivement, parce que le constructeur peut imposer peut-être à l'équipementier des tarifs spécifiques. Mais bon, la loi l'interdit. Donc là, je pense qu'on va gagner environ 30% sur ces pièces-là et on n'ira pas au-delà, mais déjà c'est pas mal. Bon. Moi, j'attends quand même de voir d'ici à la fin de l'année, et là, on pourra réellement faire le point et savoir exactement
que la loi nous a apporté et poussé pour aller encore un peu plus loin, quoi. Bon, on fera donc un point en fin d'année, c'est sûr, Pascal Bretomé. Et d'ici là, tous ceux qui ont des voitures de plus de 10 ans vont pouvoir les réparer à des tarifs beaucoup plus bas. Beaucoup plus on a intéressant. dit 15 à 30% d'économie pour les automobilistes, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est d'autant plus une bonne nouvelle que le parc aujourd'hui est à un peu plus de 11 ans d'âge. Donc ça veut dire que la majorité des voitures est concernée par cette mesure. Pascal Bretomé, merci beaucoup, président régional de Mobiliance. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio dans On parle auto. Merci beaucoup à tous, une bonne journée. Bonne journée aussi. Allez, à suivre, vous, au 0826 300 300, vous avez des questions à poser à l'ami Jean-Luc. N'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Merci beaucoup à tous d'ailleurs. Vous êtes très nombreux ce matin sur Sud Radio pour ce 7 janvier. Ça fait plaisir. On a Patrice qui nous dit bonjour, j'aime beaucoup votre émission. Ça c'est cool. Elle nous rajoute, les constructeurs se sont déjà alignés sur les bris de glace. Nous avons des remises beaucoup plus intéressantes, pas encore sur la carrosserie. Il y a plein de réactions, c'est très très chouette. Il y a Aouche qui nous dit on a toujours pu réparer avec des pièces de carrosserie non soudées issues de casse. Il n'y a pas de nouveauté dans ce domaine par rapport au sujet précédent. Il n'y a pas de nouveauté ici. La nouveauté, c'est que vous allez pouvoir maintenant acheter en France. Parce que ceux qui étaient frontaliers avec la Belgique, par exemple, je reprends l'exemple de ma Twingo, le pare-choc en France. Alors, j'ai pas le prix exact, mais c'est, je vais vous dire, allez, entre 150 et 200 euros. Vous allez en Belgique, de l'autre côté de la frontière, vous le payez 50 euros. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Ouais, ça fait... Après, quand tu habites à Nîmes pour aller en Belgique, c'est un peu compliqué. Non, mais vous pouvez passer en Espagne ou en Italie, puisque la France était quand même un cas isolé. En Europe. 0826 300 300, on répond à toutes vos questions également en direct, vous le savez. Salut Bruno. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Bruno. Vous avez une belle pêche. Je suis ravi de vous avoir au téléphone. Et tous nos vœux pour 2020, j'allais dire 2024, pas encore, 2023. 2024, on fera les jeux. Tous mes vœux également, tous mes vœux. Bonne année Bruno, on vous écoute sur Sud Radio. J'ai reçu, avant les vacances de Noël, la vignette à coller sur le pare-brise de l'assurance. Oui. Alors j'étais très étonné parce que je pensais que nous... Voilà, donc vous avez été coupé, Bruno. Juste au moment où vous nous parliez du sujet crucial, vous avez été coupé. Faites attention où vous êtes. J'ai reçu la vignette. Ouais, vous avez reçu la vignette, et vous pensiez je voulais savoir s'il faut la coller ou pas. Ah oui, il faut la coller. Il faut la coller parce qu'on a annoncé que la vignette allait être supprimée. Alors pourquoi elle va être supprimée, cette vignette ? D'assurance. La vignette d'assurance, la petite vignette verte que vous mettez sur votre pare-brise, qui vous vaut un PV si vous l'avez pas affiché. Bon, cela dit, c'est extrêmement rare d'être verbalisé pour ça. Et puis, souvent, on oublie de la changer. C'est vrai, quand on reçoit le truc, si on le fait pas tout de suite, on oublie. Et puis, quand on a plein de voitures, comme des gens que je connais, parfois, c'est une galère de changer toutes les vignettes. 11 vignettes sur les 13 même. Allez, bam. Voilà. Même plus que ça, parce que j'ai des motos en plus. Donc, il faut changer les vignettes aussi sur les motos. Bref, ça prend du temps, c'est pas pratique, alors que ça ne sert plus à rien, puisqu'aujourd'hui, vous avez le fameux FVA, le fichier des véhicules assurés. C'est quoi ? Le FVA, ça permet, alors soit avec juste votre plaque d'immatriculation de savoir que votre voiture n'est pas assurée, de vous envoyer un joli PV chez vous, en vous disant « Ah, vous êtes passé devant la caméra à tel endroit, vous n'aviez pas... » En général, c'est à l'occasion d'une verbalisation. Vous êtes passé devant un flash, un radar, et vous avez à la fois le PV pour la vitesse et vous allez recevoir un PV aussi si vous êtes en défaut d'assurance. Ce fichier, il est mis à jour. Les forces de l'ordre peuvent le consulter en permanence. Alors aujourd'hui, les moyens, il y en a plein. Ils ont des terminaux, mais ils ont aussi des tablettes, ils ont des smartphones. Enfin bref, on peut savoir instantanément si une voiture est assurée ou pas. Ce fichier, en plus, il est mis à jour si vous résiliez votre assurance ou si vous contractez une nouvelle assurance, si vous changez de véhicule. Il y a un délai de 72 heures, donc on vous autorisera pour 72 heures l'incertitude. Mais l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance, ça s'appelle l'AGIRA, met à jour ce fichier, on va dire presque en temps réel. Donc, la nécessité de la vignette pour prouver que vous êtes assuré, elle n'est plus nécessaire. Elle n'existe plus. Donc, la vignette va être supprimée. Ce que le gouvernement a dit aussi, c'est qu'ils allaient supprimer la carte verte. Alors ça pose un autre problème. Parce que on n'a plus besoin effectivement de carte verte, puisque si vous êtes arrêté par la police, ils n'ont pas besoin de carte verte pour savoir que vous êtes assuré ou pas. Ils le savent directement sur leur fichier à eux. En revanche, là où vous risquez d'avoir besoin de la carte verte, c'est quand vous vous déplacez à l'étranger.
Et il y a tout un tas de pays qui n'auront pas accès à ce fichier FVA. Donc là, vous avez besoin de prouver que votre véhicule est bien assuré. Donc, il faudrait conserver la carte verte tout en virant la vignette. Vous êtes d'accord avec moi? La vignette, elle fait partie de la carte verte. On la découpe, on la colle sur le pare-brise. Donc, virer l'un sans l'autre, ça n'a pas beaucoup de sens. D'accord. Donc, pour l'instant... Mais c'est pas encore le cas. Voilà. Non, pour l'instant, la vignette, elle sert plus à rien. Mais on la garde quand même. Par contre, la carte verte, il y a autre chose. Et ça a l'air de rien. C'est l'habitude qu'on a pris quand on avait un petit accrochage ou un accident ou qu'on était en panne sur le bord de la route, de sortir notre carte verte quand on appelle notre assurance pour retrouver notre numéro de police. Ça, il faudra le mettre autre part. Parce que c'est vrai, enfin, moi, je le fais, beaucoup de gens le font. Votre numéro de police. Ah, attendez, je ressors ma carte verte sur lequel il y a le numéro de police. Ça m'arrive 10 fois. Bon, ben voilà, bisous. Donc, vous collez encore la vignette, Bruno. Enfin, on la colle pas, on la colle, vous la glissez. Voilà, on la glisse dans le... Merci beaucoup, Bruno. Vous habitez où? Ah, il est parti. Bon, mais c'est pas grave. Non, ça a coupé. Je suis pas parti. Écoutez, bonne fin. À bientôt. Super. Merci à vous, Bruno. Merci, Bruno. Au revoir. Allez, tout de suite, encore l'un d'entre vous. Vous êtes nombreux à nous appeler ce matin. Ça fait plaisir, parce qu'on voit que l'année 2023 commence sur les chapeaux de roue. Fallait que je la fasse celle-là. À tout de suite pour l'un d'entre vous au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Salut Christophe. Bonjour et bonne année à tous. Bonjour Christophe, bonne année Christophe. Vous habitez où? J'habite à côté de Saint-Étienne. D'accord, très bien. Eh bien, on vous écoute. Alors, je vous appelle parce que j'ai un problème que beaucoup d'utilisateurs de moteurs diesel Peugeot ont, et même au-delà de Peugeot PSA, c'est-à-dire que j'ai la D-Blue qui cristallise. Et donc... On en a parlé en première heure, on vous écoute. Voilà, et donc, j'ai pas encore de devis Peugeot, mais de ce que je lis sur le web, il change tout et il y a une facture de 1500 € environ, sachant que ce problème est reconnu par Peugeot comme étant un problème constructeur et qu'il n'y a qu'une prise en charge partielle à condition que le véhicule ait moins de 150 000 km et moins de 5 ans. Oui. Moi, j'ai une de ces conditions qui n'est pas remplie, donc je peux même pas espérer un remboursement partiel. Alors vous savez quoi, c'est très marrant Christophe, parce qu'on a eu Jean-Marc tout à l'heure. C'est pas marrant du tout en fait. Non, c'est pas marrant, mais on a eu Jean-Marc qui avait, vous savez quoi, et c'est un hasard incroyable, parce qu'il a un Peugeot 2008 1,6 litre Blue HDI 2017, donc comme la même voiture que vous, il avait la même panne que vous, et lui il a eu une prise en charge partielle. Donc vous savez quoi, ça veut dire que c'est possible. C'est possible, il faut juste monter un dossier. Alors, il faut en général avoir l'aide. Vous avez un concessionnaire, ça se passe comment? Oui, tout à fait, j'ai un concessionnaire. Oui. Donc, il faut monter un dossier avec l'aide de votre concessionnaire. Elle a combien de kilomètres votre voiture, m'avez dit? Oh là, elle a 30 000 km. Ah ouais, rien. 30 000 elle a rien du tout. Ouais. Bah oui. Ouais. Oui, alors je vais pas vous rassurer en vous disant que ce modèle-là, là on parle de la Panda AdBlue, qui est un archi grand classique, mais c'est quand même un véhicule qui est pas d'une fiabilité exemplaire, pour pas dire pire que ça. Vous pouvez avoir des problèmes de vanne EGR, de faisceau électrique moteur, de distribution, de soupape d'échappement, d'embrayage, de pompe à carburant. Enfin bon, voilà. On va l'éviter, celle-là. Ouais, celle-là, il vaut mieux la laisser de côté. D'ailleurs, le 2008 de cette génération-là, que ce soit en essence ou en diesel, est pas fiable. Donc, ça fait partie des modèles à surveiller. Je vais pas dire à éviter, mais à surveiller. Alors, dans votre cas, vu qu'il a 30 000 km, est-ce que les révisions ont été faites en temps et en heure? Ça, c'est important. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est de monter un dossier, parce que là, les 5 ans, on vient juste de les passer. Et comme je vous ai dit, on a Jean-Marc, lui a eu une prise en charge, donc il faut demander. Alors, c'est une négociation de marchand de poissons. D'ailleurs, pourquoi on dit de marchand de poissons? Est-ce qu'ils négocient plus, les marchands de poissons? De marchand de tapis, alors. Oui, marchand de tapis. Parce que le marchand de poissons, c'est quelqu'un qui a de la gouaille. C'est plus ça. Alors là, c'est plus une négociation de marchand de tapis avec le service clientèle Peugeot. C'est de monter un dossier assez bien étayé, en prouvant que vous avez fait toutes les révisions en temps et en heure. Le kilométrage de la voiture est effectivement très faible. Ils savent que c'est un problème archi connu, donc vous n'avez pas besoin de leur en mettre une tartine sur ça en disant que voilà, ça rentre dans ce qu'on appelle la garantie légale des vices cachés, qui normalement s'arrête au bout de 5 ans, mais là vous êtes juste à la limite. Donc essayez de jouer sur ça et demandez une prise en charge. Alors demandez 100%.
Ok. Hein, Ok, c'est voilà. c'est le truc du marchand de tapis. Ouais. Vous demandez 100% pour avoir 50. Surtout 30 000, quoi. 30 000 kilomètres. Ouais. Mais donc, alors pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient acheter un véhicule, évitez celui-là déjà. Ouais, déjà. Mais dans votre cas, Christophe, tout n'est pas perdu. Je vous dis, tout est au cas par cas. Moi, j'avais eu Peugeot, on avait déjà eu des cas similaires. J'ai eu Peugeot, ils m'ont dit, il n'y a pas de cadre général, c'est du cas par cas. Donc là, c'est pas parce que votre voiture elle a plus de 5 ans, elle a que 30 000 km, donc ils doivent faire un effort. Ok. Eh ben on va voilà. faire ça. Eh ben super. Merci beaucoup. Il ne faut Eh pas ben, de baisser rien. les bras. Non. Pas de souci. Je lâcherai rien. On vous embrasse fort. Allez, Merci. au revoir Christophe. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Quelques questions, il nous reste 1 minute 30 avant les brèves de la semaine sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a Pierrette qui nous dit « Bonjour, est-ce que la Méhari fait partie des voitures de collection ?» Merci, nous dit-elle Pierrette. Bisous. Alors elle peut. Déjà, on va préciser un véhicule. Quand on dit collection, on parle souvent des cartes grises de collection. Carte grise de collection, c'est un véhicule de plus de 30 ans qui est dans son état d'origine et il faut faire la demande de carte grise de collection, ce qui permet d'avoir certains avantages. Un contrôle technique seulement tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans, de conserver des plaques comme à l'époque, en particulier des plaques noires. Donc oui, une Méhari, de toute façon, c'est considéré comme un véhicule de collection puisque c'est un véhicule suffisamment rare, entre guillemets, pour qu'il rentre dans le domaine de la collection sans forcément être en carte grise de collection. Aux yeux de la loi, c'est un véhicule de collection. Question de Momo. Batterie neuve, j'ai mon start and stop qui s'active que le moteur a froid. Est-ce normal ? Alors, batterie neuve, le stop and start j'ai ne mon marche qu'à froid. Attendez, parce que effectivement. Alors, quand vous nous écrivez des questions sur Facebook, c'est essayez. tout le contraire normalement. À froid, le stop and start, il doit pas fonctionner. Tant que le moteur n'est pas chaud, le stop and start, il marche pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc une normalement, fois c'est pas normal là. Bah, si je comprends bien la question, j'ai mon start and stop qui ne s'active que lorsque le moteur est à froid. Est-ce normal ? Ben non, c'est pas normal. Quand le moteur, voilà, c'est pas normal. Quand le moteur Voilà. est froid, Donc, c'est pas normal. il doit pas fonctionner, et quand le moteur est chaud, il doit fonctionner. Bon, voilà. Et dernière question de Stéphane, le 3e co-animateur de l'émission, toujours sur Facebook. Quelle est la part de défiscalisation pour les voitures de collection, puisqu'on avait parlé entre autres de ça tout à l'heure? Alors, de défiscalisation, il n'y a pas de défiscalisation. Hein. Comme ça, on le sait, on a la bonne réponse. Autrefois, ça rentrait pas dans le calcul de l'ISF, mais maintenant, comme l'ISF, c'est simplement immobilier, une voiture, c'est pas immobilier, donc il n'y a pas de défiscalisation sur la voiture de collection. Voilà, eh ben merci pour vos réponses, l'ami Jean-Luc. Tout de suite, on passe au bref de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Gris, c'est gris. Oui, le gris, c'est la couleur préférée des automobilistes européens. C'est ce que nous apprend une étude menée par la société américaine Axalta, fabricant de peinture. En Europe, 27% des voitures neuves sont grises. Il faut dire qu'il y a de nombreuses nuances de gris, au moins 50. Et puis derrière vient le blanc. Le blanc sans nuance, c'est juste le blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, juste le blanc. Le blanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Voilà. Et ben lui, c'est pareil, c'est juste. Ouais, c'est juste le blanc, la couleur préférée dans le reste du monde. Il n'y a pas moins de 34% des voitures neuves en 2022 qui étaient peintes en blanc. C'est juste énorme, hein. C'est juste le blanc. En 3e vient le noir et la première couleur un peu fun, c'est le rouge qui ne représente que 5% des voitures fabriquées. La Peugeot 504 Coupé qui fait un nouveau comeback. Ouais, tout le monde se souvient du coupé Peugeot e-Légende qui avait impressionné à la fois le public et les professionnels lors du mondial de l'auto 2018. Alors tout en prétendant ne pas donner de descendance à ce concept, fortement inspiré du coupé 504 des années 70 que j'aime beaucoup, Peugeot a présenté cette semaine au CES de Las Vegas, qui devient un salon automobile, un nouveau concept baptisé Inception, qui affiche une forte parenté esthétique avec le e-Légende. Bon, on va pas bouder notre plaisir, car ce modèle qui préfigure le futur style de Peugeot est plutôt séduisant. C'est aussi un véhicule électrique qui repose sur la prochaine génération de plateformes 100% électriques développées par le groupe Stellantis. Sous sa superbe robe, l'auto cache 2 moteurs électriques développant 680 chevaux et une batterie de 100 kWh, ce qui lui permet d'afficher une autonomie de 800 km grâce à une consommation extrêmement faible de 12,5 kWh au 100 km. Moi, j'en veux une. J'aime beaucoup. Ah ouais, non, moi j'aime beaucoup aussi. Et puis j'aime la ligne. D'ailleurs, en parlant du CES de Las Vegas, on a une question sur la page Facebook où quelqu'un nous demande ce que vous pensez de la voiture qui change de couleur. Vous en avez entendu parler ? Non, mais il y a déjà. Alors, moi, j'ai déjà. On va revenir 25 ans en arrière. Au Japon, chez Nissan, j'ai déjà vu des peintures qui changeaient de couleur en fonction de la température ambiante. Et puis les constructeurs ont arrêté. Vous savez pourquoi ? Parce que vous faites une petite rayure où il faut réparer une aile et c'est pas possible. Ah, pour bah repeindre toute la voiture. Ah, mais oui. Voilà. En parlant de repeindre la voiture, moi, je me suis pris un petit choc derrière.
Ça arrive. Joyeux Noël, Philippe. Bonne année. Eh bien, on va vous retrouver la semaine prochaine avec toujours autant de bonheur. Vous n'hésitez pas à nous écrire jeparticipe@sudradio.fr pour participer à l'émission parce que vous avez une question à poser à l'ami Jean-Luc ou pour venir avec nous en direct et en studio. On va le faire, ça. On va accueillir les gens. Ça, c'est cool. J'ai des candidats, donc je vais les contacter en début de semaine. On va partager. Ouais, je vais les convoquer. Ouais, on va partager ce beau moment. À suivre sur l'antenne de Sud Radio, eh bien, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'une de mes émissions préférée aussi, qui est Invino, avec modération, même s'il paraît que c'est le dry January, mais quand on déguste avec modération, il n'y a pas besoin du dry January. Bref, on parle des vins. C'est le mois sans alcool, c'est ça? Oui, c'est ça, le dry January, comme il y avait le November sans moustache et je sais plus quoi sans rien. Oh, c'est pas grave, ça fait un peu d'animation. Le gouvernement ferait bien de se faire le February sans conneries. Ça c'est dit, voilà. Et quant à nous, on vous retrouve samedi prochain et bien sûr vous avez rendez-vous avec toute l'équipe de Sud Radio Rugby à partir de 15h cet après-midi. Bon week-end à tous. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.